Voilà, bonjour, bienvenue du coup pour ce nouvel épisode de Quoi de neuf chercheur, qui sera donc dédié, comme on le voit sur le thème en haut à droite, sur la fermeture des centrales nucléaires allemandes. Donc aujourd'hui, effectivement, j'aurai deux intervenants. C'est quand même un sujet complexe, hein, avec beaucoup de polémiques, etc. Attends, alors ça sera après. En deuxième partie, il y aura Andreas Rodinger, qui est chercheur à l'IDRI. Il devrait nous rejoindre plutôt vers 16h30, car en premier, j'aurai donc François-Marie Bréon, qui est physicien climatologue. Donc voilà, il y aura ces deux intervenants-là qui vont arriver. Il devra arriver au niveau de 16h, mais je vais commencer déjà par faire une introduction du sujet, un peu générale, on va dire. Il y a toujours un rapport qui te dit qu'il y a eu X ou Y mort de malade, ou de malade, il faut vraiment être sûr des sources. Alors aujourd'hui, on va pas parler d'ailleurs justement de ça, hein. C'est ça que je voulais... je vais éliminer ça tout de suite sur le nucléaire. Enfin, on pourra en parler un petit peu, mais la question de est-ce que c'est dangereux ou pas, bon, c'est pas ça la question aujourd'hui. Là, la question, elle est vraiment sur est-ce qu'on en a besoin ou pas sur le mix énergétique. Parce qu'après, typiquement, là en Allemagne, ce qui va se poser vraiment comme problématique, c'est que typiquement, ils ont retiré du nucléaire et au final, ça va sans doute à rajouter plus d'émissions, en tout cas de CO2, ou d'utiliser du charbon, du gaz, etc. Et ça, typiquement, ça fait des morts aussi. Donc voilà, on pourrait comparer après, on peut commencer à faire des comparatifs de combien de morts... Est-ce qu'il vaut mieux mourir du charbon ou de déplacement parce que les morts d'ailleurs sur le nucléaire, si vous regardez les chiffres, hein, typiquement à Fukushima au Japon, c'était essentiellement des gens qui étaient... C'était surtout lié au déplacement en fait de population. Il y a quasiment personne qui meurt de radiation, hein. C'est pas ça qui est... Enfin, les cancers, ils ont du mal à en trouver, donc c'est pas ça qui est vraiment énorme. Par contre, ça se compte en plusieurs centaines et même un peu milliers sans doute de morts qui sont liés en tout cas au déplacement de population, quoi. Donc là, c'est pour ça. Aujourd'hui, là, j'élimine tout de suite ce sujet-là. C'est pas la question de la sécurité des centrales, ou en tout cas des radiations, etc. Toute cette problématique-là. Mais là, aujourd'hui, ce qui compte, c'est surtout, est-ce que c'est finalement une bonne idée d'avoir retiré des centrales nucléaires dans le contexte actuel, si on veut faire du réchauffement climatique, par rapport à avoir une stratégie de tout renouvelable? Et c'est ça que tente l'Allemagne, là, actuellement. Donc c'est pour ça que là, on va en discuter. Alors, François-Marie Bréon, si j'ai bien compris, il est plutôt pro-nucléaire pur, on va dire, alors que Andreas Rodinger, lui, il est un peu plus nuancé, donc on verra, ça permettra de varier un petit peu les positions, en tout cas sur les deux. Alors, je vous montre un peu, j'ai pris quelques sélections de comptes Twitter plutôt pro-nucléaire, mais bon, pour voir un petit peu des petits résumés de la situation. De quoi est-ce qu'on parle? En tout cas, c'était ces centrales-là qui ont été donc éteintes cette semaine. Donc il y avait plusieurs centrales nucléaires, en tout cas allemandes, qui ont été coupées du réseau, tout simplement. Donc là, c'est vraiment la fin, c'était les dernières centrales actives. Elles n'ont pas été coupées parce qu'elles étaient trop vieilles ou parce qu'il y avait des problèmes ou pas, hein. C'est vraiment des décisions politiques. Donc c'est ça qui est l'enjeu actuel, en tout cas, il est là-dedans. C'est que vraiment, il y a des centrales qui sont stoppées, vraiment, il y a une volonté politique derrière. En France aussi, d'ailleurs, on a coupé aussi des centrales comme Fessenheim. Mais en France, justement, on pourra aussi en discuter, et c'est le genre de question que je voudrais poser après, c'est à quel niveau est-ce que notre stratégie à nous est bonne ou pas, en tout cas. Tu sais quoi, tant qu'à tacler les histoires chaudes sur l'impact, le déplacement ou son interdiction, tu vas avoir des refs au Covid. Ouais, voilà, c'est encore autre chose là avec le Covid, effectivement. Et c'est vrai que ça pourrait être un sujet intéressant de comparer le confinement par exemple avec déplacer des gens après un accident. Bon, après il n'y a pas que ça, hein. Ça aurait un impact. J'avais fait un article, je vous l'ai mis de côté d'ailleurs. Alors c'est pas celui-là, ça c'est le nouveau numéro qui sort dans lequel j'ai écrit ce mois-ci sur le plastique, pour Science et Vie. J'ai écrit des trucs sur le plastique. Mais sinon j'avais fait un article il y a l'an dernier, qui s'appelait, alors c'est pas moi qui trouvais le nom, mais Centrale sous haute surveillance, où justement j'avais discuté de la sûreté nucléaire avec des gens de l'IRSN et de l'ASN. Donc c'était vraiment intéressant justement pour voir quelles sont les conséquences réelles justement d'un accident, etc. Et vraiment, enfin voilà, c'est vraiment quels sont, sur le plan vraiment scientifique en tout cas. Je cherche pas moi à faire des trucs... faire croire voilà, qu'on va avoir des gens irradiés partout, des trucs comme ça, parce que la réalité est plus complexe que ça, bien sûr. Donc bref, si ça vous intéresse, en tout cas, c'est un article qui était d'un hors-série spécial énergie, à ce niveau-là. Qu'est-ce que je voulais dire, alors? Si je reviens, on va revenir un petit peu, tiens, hop. Tac, je me reviens un petit peu comme ça. Ce que je voulais dire, en tout cas, c'est que j'ai l'impression qu'il y a différents niveaux, moi, en tout cas, sur le nucléaire, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, j'ai l'impression, déjà, il y a tous ceux qui sont vraiment... Le premier niveau, c'est nucléaire contre CO2, en tout cas. Il y a des gens qui sont vraiment anti-nucléaire, mais vraiment par pensée écologique, en termes plutôt... que moi, je définirais plutôt comme anti-pollution, en tout cas. Il y a des gens qui sont vraiment... Ils sont entrés dans les luttes écologiques, et typiquement, je pense qu'en Allemagne, il y a eu beaucoup aussi ça, mais ça, on en discutera après. Il y a des gens qui sont entrés dans la lutte écologique aussi à cause du nucléaire, avec Tchernobyl et ensuite Fukushima.
et qui ont un peu une peur, alors plus ou moins rationnelle, justement, ça, on peut en débattre aussi, de la pollution au sens large. C'est-à-dire que quand ils voient des déchets chimiques dans une rivière, ils vont dire c'est mal, quand on pense aux déchets nucléaires dans le sol, c'est mal, enfin voilà. Il y a un côté vraiment, les gens qui sont anti-pollution, et maintenant ce qu'on voit apparaître, c'est plus de gens qui sont écolos, mais en termes vraiment de lutte contre le CO2. C'est-à-dire que, et c'est ce qui est appuyé par le GIEC, hein, par les agences officielles en tout cas d'études du climat, c'est plutôt de dire la priorité c'est baisser les émissions de CO2. Et du coup c'est avec ce prisme-là que le nucléaire revient en force, parce que du coup le nucléaire, oui, ça va avoir une pollution, mais c'est une moins forte pollution en CO2, donc il y a un peu une hiérarchie entre les deux trucs. Alors tu sais quoi, Sflagada, il y a des refs de lapins qui mangeaient les câbles sur certaines centrales, qui a fait peur à certains politiques. Ah j'ai pas vu ça. Si t'as le lien, ça peut m'intéresser. Donc voilà, pour moi c'est déjà le premier niveau. Après, il y avait le deuxième niveau, c'était nucléaire contre les énergies fossiles, donc ça, il n'y a pas trop de débat, je veux dire, parce que même les écolos... justement, si, il y a quand même des écolos qui sont anti-pollution, qui vont étrangement préférer quand même d'avoir plus de charbon, de gaz, qui vont le défendre avec des meilleures technologies ou des choses comme ça. Ça, on peut aussi... mais je pense pas, j'en connais pas tant que ça, honnêtement. Et après, voilà, après le vrai débat, ça va être le nucléaire contre les ENR. Donc les ENR, si on utilise beaucoup le mot, c'est pour énergie non renouvelable, renouvelable. Énergie renouvelable, j'allais dire non renouvelable, mais ça me perturbe toujours qu'il y ait un N au milieu, mais bref. En tout cas, les énergies renouvelables, donc voilà, l'éolien et le solaire. Et ça, voilà, c'est ce qu'avait voulu faire l'Allemagne, de passer à 100% de nucléaire, et de 100% d'énergie renouvelable, en supprimant tout le son nucléaire. Alors que la France, elle est plutôt sur un mix énergétique avec encore une présence forte de nucléaire et qui essaie de faire monter aussi sur renouvelable. Alors du coup, c'est là qu'on arrive au dernier palier pour moi, et le palier actuel en tout cas où j'en suis même moi-même en termes en tout cas de réflexion, c'est est-ce que il faut finalement passer à... Si on veut, imaginons qu'on veut réindustrialiser l'Europe, est-ce qu'on aura besoin en tout cas on aura besoin justement de beaucoup d'électricité, parce que si on fait venir plein d'industries en Europe mais qu'on remet des centrales à charbon ou à gaz, c'est un peu con quand même, surtout pour le climat. Donc si on se dit on est à fond électricité et on veut remettre plein d'industries en Europe, et ou alors plein de voitures électriques, plein de trucs comme ça, l'électrification en tout cas, on aura besoin un petit peu de tout. C'est plutôt ça là, j'ai l'impression, qui est un peu la norme actuelle, en tout cas dans les gens que je trouve un peu rationnés, de se dire on va avoir besoin du nucléaire, on va avoir besoin aussi des énergies renouvelables, parce que de toute façon on pourra pas y arriver juste avec le nucléaire, et d'ailleurs il faudra aussi arriver avec d'autres... Il y a beaucoup de défis aussi pour continuer de toute façon le nucléaire. Alors que l'Allemagne, elle, mise à fond sur le renouvelable, mais alors ça, justement, j'en avais fait aussi sur un autre article, je sais plus si je l'ai mis là, voilà, je l'ai là aussi, qui s'appelait Stocker c'est la claire, je vais le mettre plutôt en version comme ça, où là, justement, j'avais pu discuter avec même un des PDG de RTE, qui est les réseaux transport électricité de France, et des physiciens aussi du CEA, pour discuter de ça, du stockage des énergies, et typiquement tout ce qui est batterie, etc. Et c'est vraiment ça, voilà, le titre c'était Stocker c'est la clé, parce que c'est vraiment la clé en fait pour bien comprendre ça, c'est on va avoir besoin d'énormément de stockage, et ça c'est un défi en soi, parce que sans stockage, forcément quand il y a du vent, l'électricité va tourner, mais s'il n'y a pas de vent, ça va baisser, etc. Et ça c'est pas bon du tout pour les réseaux électriques, ça c'est vraiment un des trucs qu'il faut bien comprendre aussi sur comment marche un réseau électrique. Ça aime pas vraiment quand il y a des variations tout le temps. Typiquement ça peut couper le courant, ou ça peut faire exploser des transformateurs, des trucs comme ça quoi. Donc on va voir. Le débat doit s'apaiser, mais tu vas voir un live intéressant. On va voir. Après j'ai pas mis un débat, hein. C'est pas pour faire un débat, c'est vraiment pour... j'ai envie de discuter, voilà, et si vous avez des questions, comme ça on pourra en discuter assez facilement. Hein. Donc voilà, je sais pas déjà si vous avez des premières questions sur ça. Mais moi en tout cas voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment, il y a le côté de l'Allemagne, eux ils ont fait une stratégie que je trouve un peu étrange, bon, a priori, mais justement on verra si ma position évolue après l'heure qu'on va avoir là, d'avoir comme ça en tout cas supprimé tout son nucléaire, alors qu'ils ont même pas encore les capacités pour stocker non plus plein d'énergie renouvelable. Donc ça va être, ils auront peut-être qu'ils misent sur le fait que justement à l'échelle européenne on arrivera peut-être à avoir un réseau comme ça, mais ça c'est à peine en cours justement, ce genre de choses. Et ça nécessite quand même plein de batteries. Typiquement en France d'ailleurs, le stockage qu'on a, hein, c'est pas les batteries, ça s'appelle des steps. C'est les... alors j'avais un truc d'ailleurs là. Les steps c'est ça, voilà ce qu'on voit ici. Alors, désolé, le lecteur est pas terrible, mais c'est ça, voilà, les steps c'est en gros des retenues d'eau. C'est des petits barrages en fait, donc on fait exprès. Ta question est pourquoi n'arrive-t-on pas à un compromis sur le gain risque-coût? Oui, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, pourquoi c'est aussi complexe, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas vraiment de consensus encore, en tout cas, sur ces questions de nucléaire, etc. Donc,
Ça justement, ça fera partie des questions aussi. Alors, attends, tiens, je remets... non, moi, j'enlève ces deux-là. Voilà, j'ai mis tout le monde en même temps. Hop, je remets juste le thème. Donc voilà, en tout cas pour ces questions-là. Hein. Hop. Tu as mangé du politique. Non, c'est pas trop politique là. Hein. Justement, il y a un côté... je pense, je vais plutôt essayer d'avoir des sources scientifiques avec eux deux. Tu vas pas plutôt faire Dad. Non, c'est bon. Ça va aller. Donc voilà, ils vont bientôt arriver. En tout cas, je vais peut-être commencer à lancer même... je vais pas tarder à lancer l'appel. Je vais les appeler sur Skype. Donc juste pour vous dire comment ça va se passer, je vais appeler d'abord du coup François-Marie Bréon. Enfin, je leur donnais à tous les lieux le lien Skype d'ailleurs. Donc ils vont rejoindre normalement ce lien-là. Je mettrai un petit écran d'attente, comme ça je lancerai même une pub, comme ça au moins c'est sûr que quand il va arriver, il y aura peut-être pas de pub du tout pendant toute son intervention. Ce serait quand même pas mal pour éviter d'avoir des pubs sur ça en même temps. Et dans tous les cas, il y aura le replay sur YouTube après, si jamais il y a un moment où la pub casse un petit peu. Donc voilà. Après, si vous avez une dernière question, là, je vais pas tarder à le lancer, comme il est déjà 55. C'est le moment. Ah, et puis après, je fais un peu l'autopromo, mais n'hésitez pas si vous vous intéresse à suivre, etc. Et effectivement, si vous voulez abonner, ça permet quand même de soutenir aussi, parce que moi, je me donne du boulot. Donc voilà. Je suis en train de configurer d'ailleurs une page Patreon, enfin Patreon, je sais pas trop comment on dit, mais j'ai pas encore bien réussi. Maintenant, elle s'est mise en dollars, donc ça ne marche pas très bien. J'avais bien configuré un truc Ulule, et ça s'est... non, Utip, et ça s'est fermé là ce mois-ci. D'ailleurs, je peux vous mettre le lien, tiens. Hop. J'ai mis une page avec un beau petit note dessus. Voilà. Et j'ai pas encore mis les, les abonnements. Vu que du coup tout est en dollars. Bref. Alors, Q2. Alors, question 2. Impact de la géopolitique dans les décisions. Ah bah ça, oui, ça va être une des premières questions. Je vais commencer de toute façon avec François-Marie Bréon, je pense. Déjà, il va se présenter, et puis on verra à partir de là résumer un petit peu la situation. Alors d'ailleurs, vite fait, avant, je vais quand même vous remontrer rapidement ça aussi. Juste pour vous montrer un petit peu ce qui s'était passé en termes d'images. Hein. Donc là, il y avait Greenpeace, du coup, qui était farouchement anti-nucléaire, qui avait fait, voilà, des petites... ils ont fait ce genre de manifestations. Enfin, c'est pour vous dire un peu, parfois, le niveau est pas très haut, quand même, je trouve, de mettre des trucs du genre comme ça, avec le dinosaure nucléaire qui est vaincu, avec plein de déchets, vous voyez. Enfin, ils ont toujours l'image du déchet radioactif. Et c'est pour ça que je disais qu'ils ont vraiment l'image pollution, en fait. Et vraiment, la pollution, c'est pas bien. C'est vraiment ça, leur truc, quoi. Alors que la pollution du charbon, enfin voilà, ou même toutes les formes d'énergie ont une pollution en soi. Mais c'est vraiment le nucléaire, ça cristallise vraiment beaucoup le débat. Les pros et anti partagent un truc, le dogmatisme. Oui, c'est ça aussi. Il y a des pros nucléaires qui sont aussi très à fond. Hein. Donc c'est ça, on verra aussi. Mais bon, après voilà, il y avait beaucoup de gens qui étaient tout contents, voilà, des députés surtout écolos, hein, qui étaient très heureux en tout cas de l'arrêt des centrales. Ce qui a été beaucoup critiqué, après repris par d'autres comptes. Il y en avait même qui, voilà, il y a des trucs, enfin, c'est pour dire le niveau, genre des gens qui disent, enfin, je vous laisse traduire, mais des gens qui mettaient ça, mais bon. Et d'autres personnes, du coup, qui trouvaient ce genre de tweets irresponsables, quoi. Mais bon, après, il y a des gens qui sont quand même, voilà, qui font des bons petits fils pour résumer un petit peu la situation, et tous les petits problèmes. J'ai mis des petits trucs de côté si jamais on a besoin. De personnes, si ça vous intéresse de suivre, en tout cas, ces personnes-là, Nicolas Goldberg, des bons comptes. Croco, tu disais surtout que les déchets, c'est souvent bien moins gros que ce qui est vendu par les antinucléaires. Oui, la question des déchets, oui, bah, là il y a des trucs qui sont... Enfin voilà, mais ça c'est tout un autre débat. Hein. Après, voilà, il y a pareil, il y a des gens qui vont dire... Il va y avoir certains antinucléaires qui vont dire, voilà, tout est pollué, il y en a qui vont dire, mais non, c'est juste, il n'y a rien du tout. Enfin voilà, il y a parfois, c'est vrai que c'est un peu... ça polarise trop. Un gymnase de déchets pour l'histoire du nucléaire français. Alors ça, quand on dit ça, c'est... justement, c'est que les déchets haute radioactivité. Ça compte pas les moyennes, mais effectivement, c'est important de séparer aussi. Mais c'est pour ça que c'est dommage, enfin, c'est toujours très polarisé, un peu bêtement, quand même. Il y avait aussi ce fil-là qui était pas mal, sur quelqu'un qui résume un petit peu aussi la situation. Je pourrais vous mettre les liens, mais je vous mets au moins les références sur la vidéo, comme ça, vous les verrez. Bon. Et salut, omelette au fromage. Super Phoenix, Super... Oui, c'est ça aussi. Alors, on va arriver à l'heure, donc moi, je vais lancer l'appel, et je vais, du coup, je vais me mettre en pause. Et je vais essayer de rejoindre donc avec... donc normalement, François-Marie Bréon. Hop. Et voilà, donc bonjour à monsieur Bréon. Alors est-ce qu'on vous entend bien? On peut essayer peut-être... Bonjour à tous. Donc pour information, moi à l'image, je vois 2 fois moi en fait. Je ne vous vois pas vous. Oui.
Oui, c'est normal. Normalement, vous me voyez sur le côté. Si je mets comme ça, vous me verrez peut-être un peu mieux. Ça y est, là, vous verrez un petit bout. Ouais, ok. Très bien. Est-ce que le son est bon ? Le son est excellent. Bon, très bien. Parfois, j'en mettrai en grand quand même pour vous présenter. Ouais. Mais donc voilà, donc bienvenue sur cette émission que j'appelle Quoi de neuf chercheur, pour discuter en tout cas de... c'est la deuxième émission seulement, donc merci à vous d'avoir accepté de rejoindre, pour discuter d'une actualité scientifique assez importante, qui est donc la fermeture des centrales nucléaires allemandes. Je vais vous laisser donc effectivement d'abord vous présenter comme ça auprès du public qui est là aujourd'hui. Donc, à la base, moi, je m'appelle François-Marie Bréon, je suis physicien climatologue. En fait, j'ai fait toute ma carrière dans des laboratoires de climatologie. J'ai commencé j'ai passé ma thèse en 89. J'étais déjà dans un laboratoire qui faisait de la climatologie. Et là, ça fait pratiquement 30 ans que je travaille dans le même laboratoire, qui est une unité mixte de recherche CEA, CNRS et Université de Versailles-Saint-Quentin. Donc, étant climatologue, j'ai fait pas mal de choses. En fait, ma spécialité, c'est vraiment l'observation de l'atmosphère et des surfaces par satellite. Et puis, c'est un peu aussi dans le cadre de ma carrière, j'ai été un des auteurs du 5e rapport du GIEC. Donc, j'ai vu comment se faisait, comment s'élaborait un rapport du GIEC, y compris le résumé pour les décideurs. J'ai participé à la séance de négociation avec les États pour mettre en forme ce résumé. Voilà, et puis donc forcément j'ai pris de l'âge, donc j'ai pris du galon, et donc maintenant je suis, depuis 6 ans, je suis directeur adjoint de mon laboratoire. Et là je m'exprime, mais j'aime pas tellement en fait, même si je le dis, parce que c'est la vérité, j'aime pas trop qu'on dise François-Marie Bréon, directeur adjoint du LSCE, parce que la plupart du temps, en fait, je m'exprime à titre personnel sur un certain nombre de choses, alors que si je commence à dire directeur adjoint, d'une certaine manière, j'engage mon laboratoire. Oui, je comprends. Voilà. Ce sont vos propos que je demandais là. Donc j'aime pas faire ça. Je vois, quand les journalistes m'interrogent, ils ont un peu souvent tendance à mettre directeur adjoint, alors que j'aime pas du tout. Donc c'est une déformation professionnelle. Souvent, on met le titre de la personne. C'est vrai que. Ouais. Mais c'est vrai que oui. Donc voilà. Donc je vous dis pourquoi. Je vous ai dit. Je n'aime pas ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, je le disais. Et puis, en fait, j'ai pris des positions très pro-nucléaires à une époque, je continue d'ailleurs. Et en fait, il y a des gens de mon laboratoire qui sont venus me voir en disant que ça ne leur plaisait pas. Ah oui, d'accord. Non pas que je prenne ces positions, parce que j'ai la liberté de les prendre, mais en prenant ces positions très pro-nucléaires et tout en m'affichant directeur adjoint, d'une certaine manière, je les engageais eux. Ce qui n'était pas correct, et ils avaient bien raison de protester, et donc maintenant je fais attention à ça, de pas afficher ma fonction de directeur adjoint, puisque je parle dans un cadre qui est assez personnel. D'accord, ensuite, c'est une bonne précision. Voilà. Ensuite, dans un cadre qui n'est pas professionnel, donc moi je me suis beaucoup battu contre les climato-sceptiques à une époque. J'étais très présent pour lutter contre les Claude Allègre, les François Gervais, les Vincent Courtillot, les gens comme ça. Et puis c'est une activité qui m'occupe plus tellement parce qu'ils ont perdu, quoi. C'est-à-dire que les climato-sceptiques, on les voit encore sur les réseaux sociaux, on les voit encore sur des chaînes complotistes, mais ils n'ont plus la parole dans les grands médias, donc à mon avis, leur importance est faible. Enfin voilà. Donc ça ne m'intéresse pas tellement de batailler contre des gens qui finalement n'ont pas d'audience. Oui, d'accord. Par contre, tout ce qui est finalement médiation scientifique, et lutte contre les pseudosciences, parce que des pseudosciences, il n'y en a encore pas beaucoup en fait dans d'autres domaines. C'est quelque chose qui m'intéresse, et donc c'est pour ça que je suis actif dans le cadre d'une association qui s'appelle l'Association française pour l'information scientifique. La FIS. La FIS, c'est une association qui a un peu moins de 2000 adhérents et dont l'activité principale, c'est d'éditer une revue qui s'appelle Sciences et Pseudosciences, qui sort 4 fois par an et qui est réalisée entièrement par des bénévoles, sans publicité du tout. Voilà. Donc c'est quelque chose qui m'occupe pas mal, puisque maintenant je suis président de cette association. Voilà. Donc ça. D'accord, ouais. Je les avais trouvé aussi avec un article justement. Ouais. Oui, donc effectivement, que j'avais là d'ailleurs. J'ai vu, merci, parce qu'effectivement, c'est un des articles que j'ai publié
dans la revue. La revue, c'est intéressant, hein. Donc elle est mise en vente, c'est pas très cher, hein, c'est 5 euros le numéro. Simplement, voilà, ouais. nous, notre objectif, c'est de partager l'information. Donc tous les articles qui sont dans cette revue, en fait, sont mis en ligne au bout d'une année, quoi, au bout de quelques mois, au maximum une année, parce que notre objectif, c'est pas de vendre, c'est surtout de diffuser l'information. Donc voilà, tout est mis sur le site. Et vous étiez là du coup. Voilà. Donc vous avez vu. C'est vrai qu'ici c'était seulement écrit chercheur au enfin voilà, au laboratoire, c'était pas marqué directeur. C'est ça. En tout cas, dans le chat, les personnes disaient que voilà, c'était beau de voir des gens qui ont encore de la déontologie, disait Engineer JP, et que à titre perso, un autre Splagada disait que la carrière, ça permet quand même de valider la crédibilité sur le sujet. C'est vrai qu'en étant directeur adjoint, ça donne une certaine. C'est plus pour ça, je pense qu'en journalisme, on permet de dire ça. Si j'ai 30 ans de chercheur, c'est bien aussi, quoi. Je pourrais mettre en avant. C'est largement suffisant, oui. Je peux mettre en avant mes publications, mon index et des trucs comme ça. Voilà. Je vous ai pas choisi pour ça, en tout cas. C'était vraiment plutôt pour cet article-là qui m'avait semblé intéressant. Et puis, je sais que vous avez des positions assez marquées aussi sur Twitter. Donc on va rentrer effectivement dans le sujet en tout cas. Donc qu'est-ce que ça vous évoque en tout cas? Si déjà je vous parle de la fermeture des centrales nucléaires allemandes, comment est-ce que vous avez suivi surtout ce sujet? D'abord, c'est pas une surprise, hein. Les Allemands, ils avaient annoncé cette fermeture. Donc là, c'est marquant parce que ça y est, c'est fait. Les trois derniers réacteurs ont fermé la semaine dernière, mais d'une part, je crois que la première fois que l'Allemagne avait annoncé qu'ils allaient sortir du nucléaire, c'était en 2000, et puis à un moment, ils étaient un petit peu revenus sur ces annonces. En tout cas, ils avaient repoussé un petit peu la sortie nucléaire, et puis en fait, la catastrophe de Fukushima a remis ça en avant. Hein. C'est vraiment Fukushima qui a vraiment fait le dernier déclic. Le dernier déclic, mais ça avait été annoncé déjà avant, hein, quand même. Il faut reconnaître ça, c'est que dès 2000, en fait, ça avait été la sortie du nucléaire avait été annoncée. En fait, l'Allemagne est depuis très longtemps anti-nucléaire militaire, bien sûr, mais aussi anti-nucléaire civil. Donc, qu'est-ce que ça m'invoque? Voilà, je suis pas surpris. Les trois derniers, c'est la suite d'une longue descente, hein, parce qu'il y avait d'autres réacteurs qui avaient déjà fermé plus tôt. Certains avaient fermé juste après Fukushima, et puis ensuite, il y en avait d'autres qui avaient fermé progressivement. Donc, pour moi, là, pour le coup, en tant que climatologue et en tant que personne qui pense que le climat, c'est important et que c'est important de prendre des mesures pour limiter nos émissions de carbone, je suis bien sûr désespéré et je pense que c'est une mauvaise décision. Je pense que c'est une décision qui a un impact effectivement sur les Allemands, sur les Français, sur les citoyens du monde entier. Et donc je le regrette énormément. Voilà. Mais je vais en dire beaucoup plus. Alors d'ailleurs, on a déjà deux questions. Une première question, alors historique, je ne sais pas si vous êtes expert de ça, mais d'où vient cette posture allemande anti-nucléaire? Et je vais baisser la musique de fond qui apparemment est trop forte. Les musiques, vous l'entendez pas vous-même. Vous avez dit que je suis pas spécialiste. Effectivement, je suis pas spécialiste de ça. Je suis pas historien, mais je sais quand même, puisque je suis assez âgé en fait. Hein, quand même, je suis probablement beaucoup plus âgé que la plupart des gens qui sont en train d'écouter. Donc moi, je me souviens quand même. Vous savez, quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, le risque d'une guerre nucléaire en Europe, c'était quelque chose qui était vraiment présent. Je me souviens d'articles qui disaient mais comment ça se fait qu'on ne construit pas des abris antinucléaires en France? Je veux dire, c'est un truc. Alors que regardez, quand vous construisez une maison en Suisse, il faut construire un abri antinucléaire. Comment ça se fait qu'on ne fait pas la même chose en France? Donc, je veux dire, cette peur était nettement plus présente que ce qu'elle est aujourd'hui. Et les Allemands étaient en première ligne. Ils étaient face à l'Allemagne de l'Est. Je veux dire, le rideau de fer, il était à leur porte. Et donc, ils avaient la peur d'une guerre nucléaire tactique sur leur territoire. Donc, on dit que c'est la peur des soviets. Ce sentiment anti-nucléaire militaire, en tout cas, il avait une vraie raison, qui était la peur du champ de bataille, atomique. Voilà. C'est peut-être. D'accord, vous pensez que c'était ça la base parce qu'on peut aussi croire la peur de pollution radioactive, etc. Sur le territoire. Il y avait aussi cette peur-là, j'ai l'impression. En tout cas, que c'est développé après coup depuis Tchernobyl aussi, surtout. Voilà, mais je pense que, une hypothèse, c'est ce lien entre nucléaire militaire et nucléaire civil qui était plus importante en Allemagne qu'en France, en fait.
D'accord. Ah, il y a des gens qui disaient quand même, il y a quelqu'un qui dit qu'il a 50 ans quand même, hein, d'autres personnes qui sont nées en 76, donc voilà, vous voyez, c'est pas non plus... 65 pour moi. Hein. Oui, voilà, 65 quand même. Ah, vous faites pas. On aurait dit moins, bien sûr. Alors, quelqu'un qui vient de dire ici... même Deutsche Welle, pourtant assez aligné sur l'opinion anti-nucléaire allemande, vient de publier une vidéo critique de cette décision de sortie dans leur émission Planète A. Donc, effectivement, c'est vrai qu'en Allemagne, il y a quand même aussi il y a quand même une certaine grogne qui s'est levée là, dernièrement, ces dernières années quand même. Oui, la position n'est pas non plus... Enfin, on voit bien que chez des écologistes, qui sont historiquement assez anti-nucléaires, il y a eu quand même certains qui ont changé d'opinion, parce que même si ils restent anti-nucléaires au fond d'eux-mêmes, ils pensent que le changement climatique, c'est quand même un risque plus important que celui du nucléaire, et que donc il faut faire passer leur anti-nucléarisme au second plan devant l'urgence climatique. Je pense qu'en Finlande, hein, les écologistes politiques en Finlande ont clairement cette position. C'est-à-dire que voilà, avant, ils étaient anti-nucléaires, et puis ils ont dit, bah non, finalement, le plus important, c'est le climat, donc on devient, en tout cas, on n'est plus anti-nucléaire, quoi. On met au second plan cette opposition. Et je pense qu'en Allemagne, c'est le cas aussi. Vous avez en France, la personne la plus emblématique, c'est Brice Lalonde, qui était un écologiste politique. Hein. Il a été même candidat au présidentiel il y a quelques décennies. Et donc à l'époque, il était anti-nucléaire, et maintenant, il est devenu très pro-nucléaire pour les arguments climat. Oui. C'est vraiment ça qu'il y a eu. Il y a eu un changement de toute façon, même entre deux générations, parce qu'on dirait que les jeunes anti-écolo, et anti-nucléaires des années par exemple 80 étaient plutôt, étaient forcément anti-nucléaires, alors que maintenant les jeunes écolos, il y en a beaucoup qui sont quand même aussi plus nuancés en tout cas, on va dire. Ouais, mais ça, c'est ce que les sondages d'opinion montrent, mais ça se voit pas dans l'écologie politique en France. Oui. Parce que justement, peut-être que parce qu'il y a encore les anciennes générations qui dirigent aussi un peu les... Ouais. Mais bon, ça c'est politique après, là on n'est plus trop dans la science, effectivement. Ce ne sont pas... Ouais, enfin tout ça c'est le choix. La science nous dit, voilà, le nucléaire ça émet tant de grammes de CO2 par kilowattheure. La science nous dit, voilà à quoi va ressembler le changement climatique. Maintenant, par contre, le choix... de dire ce qui est plus grave c'est le changement climatique ou ce qui est plus grave c'est les déchets nucléaires, là vous n'êtes plus dans la science, c'est vraiment une affaire d'opinion et de choix politique. C'est de société après, vu que c'est finalement quel risque on préfère prendre entre les deux, etc. Voilà, c'est ça. Alors par contre, moi j'ai l'impression que maintenant il y a quand même une autre position, et surtout si on regarde entre France et Allemagne dans les mix énergétiques entre les deux, c'est aussi finalement est-ce qu'il vaut mieux passer sur du 100% nucléaire en se disant, voilà, s'il y a une hypothèse de réindustrialisation européenne, faire venir des industries, etc., donc beaucoup de voitures électriques, donc beaucoup d'électrification dans les années à venir, est-ce qu'on mise à fond sur le nucléaire, ou est-ce qu'on fait vraiment surtout sur les ENR en même temps? Et ça, on dirait que l'Allemagne est passée sur du 100% ENR et beaucoup de stockage, même si du coup, voilà, ça c'est d'autres défis pas encore complètement réalisés. Alors qu'en France, on est plutôt à se dire, on va conserver plus de nucléaire et ça sera plus simple du coup pour le stockage. Enfin, c'est comme ça que j'ai l'impression de voir les choses. Oui, je pense que effectivement, vous avez, les trajectoires qu'on prend en France, on affiche clairement qu'on souhaite avoir un socle de nucléaire. Maintenant, c'est pas du tout du 100% nucléaire. Hein. D'abord, il y a de l'hydro, et puis même, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est au moment du discours de Belfort d'Emmanuel Macron l'année dernière, où il avait annoncé qu'on allait relancer une commande de nouveaux réacteurs nucléaires. Il avait dit, tiens, je demande à EDF de construire 6 nouveaux réacteurs et puis de faire des études pour en faire 8 de plus. Mais dans le même discours, il avait aussi annoncé qu'il fallait faire 100 gigawatts de solaire et puis à peu près autant d'éolien. Donc, en fait, en puissance installée, beaucoup plus de renouvelables que de nucléaire. Et un certain nombre de gens avaient, en particulier chez les opposants au nucléaire, avaient dit « Ah, c'est scandaleux, il est reparti sur le tout nucléaire ». Alors que non, pas du tout. Dans ce discours, c'était pas du tout nucléaire qui a été annoncé. C'est vrai. Attendez, j'avais une question assez complexe. Alors, j'ai une question, on va passer en grand. Est-ce qu'il est pertinent
Ah, attendez, j'en mets. Est-ce qu'il est pertinent de faire un ratio de la production ENR de l'Allemagne par rapport à l'énergie totale? C'est-à-dire si les ENR contribuent à 40% de l'électricité en Allemagne, mais que l'électricité contribue à 12% du mix énergétique, on peut dire que les ENR contribuent à 40% de 12%, soit environ 5%. C'est la question. Contre 20% de 45% en France, soit 10% en France. Alors, parce que c'est assez clair déjà, mais je peux... Ouais, Si vous voyez l'idée. je crois. Et donc, en fait, là, ce raisonnement suppose que les ENR sont uniquement électriques. Ce qui est faux, hein, parce qu'il y a des ENR qui servent aussi au chauffage, par exemple. Oui. Donc, il y a une toute petite erreur de raisonnement. Mais ensuite, on pourrait dire les ENR électriques, blablabla, et à ce moment-là, ça deviendrait exact. Donc oui, enfin, c'est un indicateur, mais c'est un indicateur parmi d'autres. En tout cas, ça peut pas être le seul indicateur pour décrire Oui. les différences des politiques énergétiques des deux pays. Moi, je pense que c'est pas mal de compter en térawattheure aussi. Hein. On peut regarder un petit peu quelle est la production de renouvelables en térawattheure pour le pays. Et puis en plus, ça permet de distinguer le renouvelable hydraulique, le renouvelable éolien et puis le renouvelable solaire. Donc voilà, tout ça, ce sont des indicateurs. Je pense pas qu'on puisse, on peut pas résumer la situation avec un seul indicateur. Je vois, d'accord. Alors je remercie. Ça, c'est un truc de Twitch. Quelqu'un vient de faire un raid, donc c'est pour rejoindre la chaîne. Mais je disais bonjour en tout cas à ceux qui arrivent. Si vous voyez des choses à s'afficher, c'est normal. Ça, c'est plutôt pour Twitch. Je vais vous mettre en plus grand. Alors, j'avais une question par contre de Splagada qui demandait en tout cas, est-ce qu'il y a une différence technique de base, entre les centrales allemandes et françaises, en tout cas dans celles qui étaient encore actives en Allemagne? Alors. En fait, en France, on a uniquement des centrales qui sont des réacteurs à eau pressurisée. Je suis pas complètement sûr de moi, mais il me semble qu'en Allemagne, ils avaient des réacteurs à eau pressurisée et des réacteurs à eau bouillante. Donc c'est un petit peu différent, mais c'est pas fondamentalement différent. Les Fukushima, typiquement, c'était des réacteurs à eau bouillante. Donc un petit peu. En résumé, comment vous décririez justement les différents réacteurs pour ceux qui connaissent pas trop, on va dire entre eau bouillante et pressurisée? Je pense que c'est un peu trop technique. Ça c'est technique quand même. Pour moi, il y a pas de. Pour moi, ce qui compte, d'abord, le combustible, c'est toujours de l'uranium, c'est toujours de l'uranium enrichi. Le modérateur, ce qui compte, c'est le modérateur, c'est-à-dire c'est quoi qui est utilisé pour ralentir les neutrons dans la réaction nucléaire. Et dans les deux cas, c'est de l'eau. Enfin, dans les réacteurs à eau bouillante et eau pressurisée, dans les deux cas, c'est de l'eau. Et là, il y a des grosses différences parce qu'il y a des endroits dans le monde où le modérateur, c'est du graphite. Hein. Typiquement, le réacteur de Tchernobyl qui a explosé, le modérateur était du graphite. Donc là, ça fait une vraie différence. Et puis, bien sûr, entre Tchernobyl et les réacteurs français, l'énorme différence, c'était la présence d'une enceinte de confinement qui permet, en cas d'incident, de garder un petit peu l'essentiel de la radioactivité dans le réacteur. Quoi. Mais voilà, mais pour ces deux trucs, les réacteurs allemands avaient tous une enceinte de confinement et avaient tous un modérateur qui était à l'eau. Oui, d'ailleurs, c'était aussi, ça qui a peut-être été aussi sujet d'indignation, mais c'était que les réacteurs allemands étaient encore en bon état de marche, en tout cas. Absolument. Oui, ils auraient pu fonctionner plus longtemps. D'ailleurs, certains n'avaient même pas les 40 ans qui est parfois vu comme étant une durée limite. Donc oui, il n'y a pas de doute que l'Allemagne aurait pu faire le choix de prolonger ses réacteurs. Et d'ailleurs, les réacteurs allemands avec un taux de charge, c'est-à-dire ils fonctionnaient bien mieux, bien plus souvent en fait que les réacteurs français. Vous savez peut-être qu'en France là, en fait, notre production nucléaire a vraiment pas mal diminué depuis à peu près 2015. Alors il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons à ça. La bonne raison, c'est que justement, il y a certains réacteurs, on veut leur faire passer la limite des 40 ans, donc on a entrepris des gros travaux. Et puis il y a des mauvaises raisons qui sont des raisons d'organisation interne.
qui fait que ça prend plus longtemps en France de recharger le combustible. Quand il y a des arrêts, ça prend plus longtemps que d'autres pays. Et donc, en France, là, on a un taux d'utilisation qui doit être autour de 70%. Oui. Alors qu'en Allemagne, il était autour de 90%. Quoi. Oui, d'accord. Voilà. Donc les réacteurs étaient en bon état. J'avais vu ça aussi d'ailleurs, ça je l'ai vu cette semaine. Je sais pas si vous avez vu, alors je sais pas si vous le voyez bien du coup. J'essaie de vous le montrer, mais c'était juste la production nucléaire, en tout cas cumulée en térawattheures, entre 2022 et 2023, et c'était déjà des gens s'inquiétaient apparemment que ça restait encore assez faible. Là, on voit un peu en bleu, donc c'est derrière moi. Ouais, tout à fait. On voit la différence en bleu cette année et 2022 en orange, où on voit qu'on est encore un peu en dessous du niveau de l'an dernier quand même. Ouais, donc c'est pas alors encore, là, actuellement, pourquoi est-ce que 2023, on est en dessous de 2022, alors qu'on avait plutôt annoncé que ça allait repartir? C'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une réforme des retraites qui a entraîné des grèves. Il y a eu quelques perturbations. Et donc, c'est parce que un certain nombre d'agents EDF sont en grève que des réacteurs qui devaient redémarrer n'ont pas redémarré. Et donc, c'est pour ça qu'on est en dessous de 2022. D'accord, donc ce ne serait pas lié à des nouvelles... Enfin, j'avais vu aussi des nouvelles fissures qui avaient été détectées, où il y a d'autres travaux de maintenance. Voilà. Et s'il n'y avait pas eu la grève, la production de 2023 serait supérieure à celle de 2022. Ah d'accord. Bon, mais comme la grève risque de continuer, on risque d'être encore en dessous. Ouais, alors il y a typiquement, le fonctionnement des réacteurs, c'est quelque chose que je suis. Donc, typiquement, il y a le réacteur de Chaux, qui est un des gros réacteurs en France, là, 1,5 gigawatts, qui pendant très 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 longtemps, donc justement, il devait revenir sur le réseau et puis son retour était repoussé du fait de la grève. Et là, il est reparti quand même la semaine dernière. Donc il y a quand même des choses qui reviennent. D'accord. Alors il y avait une autre question aussi sur les constructions. Alors ça, je ne suis pas expert non plus. Est-ce que quelqu'un disait qu'il avait entendu dire en tout cas que construire une centrale nucléaire en Allemagne, ça devenait impossible aussi au niveau des régulations. Alors ça, je sais pas si ça vous évoque quelque chose ou pas. Je ne sais pas. Enfin, la régulation, c'est pas comme les lois de la physique, hein, ça se change. Je veux dire, donc. Oui, c'est sûr. Alors oui, de toute façon, non, mais effectivement, puisque l'Allemagne avait décidé de sortir du nucléaire en 2022, ils avaient mis une loi comme quoi c'était plus possible de faire du nucléaire au-delà de 2022. Oui. Donc oui, d'une certaine manière, il y avait sans doute. Il y a cette loi qui dit ça. C'était surtout lié à la fin maintenant, je vous rappelle qu'en France, on avait fait une loi comme quoi, c'était plus un objectif quand même, comme quoi il fallait que la part du nucléaire en France soit de 50% à l'échéance 2025. Et puis, on a changé la loi. Ça, de ce côté-là, c'est quand même. C'est un chiffre assez arbitraire d'ailleurs. Qui se change effectivement. Alors on a Splagada donc, qui nous dit la question à 50 milliards. Comment sortir du débat c'est dangereux si ça pète? Donc ça c'est le côté allemand. Et le débat ça ne pètera pas en France. Et rationaliser le débat. Parce que finalement c'est vrai qu'on a un peu un côté très polarisé de toute façon, surtout sur les réseaux sociaux. Avec le côté c'est très dangereux et d'autres personnes qui du coup pour contrebalancer vont être parfois peut-être un peu... Alors je pense qu'il faut admettre que le nucléaire c'est dangereux. C'est-à-dire que la fusion... le nucléaire de manière générale, c'est une énergie qui est extrêmement concentrée. Le fait que ce soit extrêmement concentré, ça a plein d'avantages. Ça veut dire qu'avec un tout petit peu de combustible, vous pouvez produire énormément d'énergie et puis vous pouvez faire ça sur des petites surfaces, quoi. Donc ça c'est le côté avantage. Mais évidemment, les trucs qui sont très très puissants, c'est toujours les trucs qui sont dangereux. Donc il faut admettre que oui, le nucléaire c'est dangereux. Maintenant. Ensuite, c'est-à-dire que du coup, il faut prendre des mesures pour limiter le risque. Donc, il faut d'une part limiter le risque qu'un accident se produise. Un accident, c'est quand le cœur fond. En gros, dans le nucléaire, on n'arrive pas à refroidir suffisamment. Du coup, le cœur se met à fondre. Et donc, toutes les barrières de confinement commencent à céder. Donc, il faut prendre des mesures pour que ça n'arrive pas. Donc, typiquement, on va prendre des mesures, on va mettre des diesels de secours, on va mettre des lignes, tout un tas de redondances pour que s'il y a un élément qui pète, il peut être remplacé par tel autre rapidement. Bon, donc tout ça, on limite les risques. Et puis ensuite, on va aussi prendre des mesures pour que, même si, malgré toutes les précautions qui sont prises, on a quand même un accident,
eh ben, on va s'arranger pour que les conséquences de cet accident soient faibles. Donc c'est pour ça qu'il y a une enceinte, de confinement, c'est que typiquement, pour que même si on se pose, même si le cœur fond, eh ben, l'essentiel de la radioactivité va rester à l'intérieur du cœur. Et puis, et même typiquement sur les centrales françaises, on a mis en place ce qu'on appelle des filtres à sable, qui fait que même s'il y a une très forte pression à l'intérieur de l'enceinte, et donc on est obligé de laisser sortir un petit peu de l'air sous pression, et ben on va laisser sortir cet air en passant par un filtre qui va garder l'essentiel de la radioactivité. Donc voilà, on diminue le risque, et vraiment, dans les centrales françaises, il y a énormément de mesures qui sont prises, d'une part pour éviter qu'un accident se produise, et même si un accident se produit, eh ben, les conséquences pour l'environnement sont pas trop grandes. Et donc justement, dans le design de l'EPR, il y a un certain nombre de mesures de sûreté supplémentaires qui ont été mises en place. L'idée, c'est que, ça a été calculé, que même s'il y a une fonte du cœur, eh ben, en fait, la zone qui va être impactée par la radioactivité autour de la centrale va être très limitée, en fait, parce qu'il y a très peu de radioactivité qui va pouvoir sortir de la centrale. Donc voilà, je pense qu'il faut expliquer aux gens, pour qu'ils arrêtent d'avoir peur du nucléaire, il faut expliquer qu'il y a un ensemble de mesures qui sont prises justement pour limiter, d'une part, la probabilité d'un accident, et d'autre part, les conséquences d'un éventuel accident. D'accord. J'avais coupé un peu parce que votre caméra avait bloqué. Ah, pardon. Et merci pour toutes ces précisions, donc effectivement. Attendez, je regardais un petit peu donc les questions, il y en avait quelques-unes en tout cas. Alors il y avait des questions un peu complexes sur la société en elle-même, en tout cas voilà, que vous avez donné beaucoup d'arguments techniques, mais on nous disait comment est-ce qu'on fait pour que ça ait un impact, en tout cas sur la population, justement pour faire passer ces idées-là. Donc j'espère que ce genre d'émission ça peut aider aussi, mais bon, je sais pas trop. Après vous faites aussi beaucoup sur les réseaux pour... moi je note quand même que l'opinion française, telle qu'elle ressort des sondages, en fait, a pas mal évolué. En 2 ans, la population... Alors, est-ce que, j'ai douté, est-ce que c'est pas à cause du prix? Parce que peut-être qu'on a beaucoup dit aux gens aussi, avec le nucléaire, ce sera moins cher. Mais moi, je crois pas. Si, pardon, il y a peut-être ça. Mais je note que même dans les médias, il y a une évolution. 5 ans, je veux dire, chaque fois qu'on parlait de nucléaire, c'était en mal, quoi. On ne mettait en avant que les défauts du nucléaire. Maintenant, il y a encore dans les médias des articles qui sont anti-nucléaires et qui mettent en avant les défauts, mais il n'y a pas que ça. Et je pense qu'une raison, c'est que y a un certain nombre de gens qui se sont mobilisés justement pour maintenant répondre aux fake news finalement qu'il y a sur le nucléaire. Donc j'y contribue à ma petite échelle, mais on est quand même pas mal sur Twitter à faire ça, à répondre aux journalistes. Il y a quand même un certain nombre de journalistes qui s'y sont mis aussi. Et voilà. Et donc du coup, dans les médias, l'information n'est pas aussi biaisée qu'elle a été à une époque. Il y a quelques années, et du coup, je pense que la population a accès à une information qui est plus équilibrée que ce qu'elle était. Oui, ça a même été un retour en force, même jusqu'à avoir des articles où j'ai vu que c'était même accusé que c'était des trolls ou des trucs comme ça. Effectivement, il y avait un truc sur Arrêt sur Image, là, un article sur Arrêt sur Image où quelques journalistes se plaignaient du fait qu'ils étaient harcelés chaque fois qu'ils disaient une bêtise. Mais je trouve que si ils disent des bêtises, ils devraient être reconnaissants envers ceux qui corrigent de la bêtise. C'est un débat entre journalistes, ça, effectivement. Contre, voilà, s'ils sont harcelés parce qu'ils disent du mal pour des bonnes raisons, très bien. Non, justement, s'ils sont harcelés parce qu'ils disent parce que c'est critique à raison, c'est pas correct. Par contre, s'ils sont harcelés parce qu'ils disent et répètent des bêtises, c'est autre chose. C'est justifié, à mon avis. D'accord. Alors déjà j'ai raté pas mal de questions, mais il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, mais les questions vont un peu, c'est difficile de faire le lien vu que certaines sont très techniques et d'autres sont plutôt politiques. Il y avait une question en tout cas de Tristocir sur en combien de temps vous pensez que l'Allemagne pourra remplacer par du renouvelable la totalité de l'énergie qui a été assurée par la production nucléaire. Donc là en plus il faut imaginer pas en puissance installée mais en puissance en terawattheure du coup. Il y a quand même, il faut bien voir qu'il y a une énorme différence entre le nucléaire et les renouvelables.
et c'est la raison pour laquelle moi je suis pro-nucléaire, c'est que les renouvelables ont une production qui est variable, intermittente, chacun a son mot, donc elle répond pas elle répond pas en permanence à la demande. Du coup, C'est sûr. dans l'état actuel des choses, en fait, l'Allemagne ne peut pas se passer des fossiles. C'est-à-dire que l'Allemagne a besoin, même s'ils multipliaient leur parc renouvelable par 3, 4, 5, il y aurait quand même des périodes où ils auraient besoin d'avoir du fossile pour se faire. Alors, à cela, les gens répondent, oui, mais on va faire du stockage. Très bien. Et donc, pour moi, la question, elle est vraiment là, quoi. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va inventer de manière à l'échelle industrielle, est-ce qu'on va être capable de développer à l'échelle industrielle des moyens de stockage qui vont permettre de compenser cette variabilité? Aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, c'est pas là. En tout cas, ça existe. C'est tout l'enjeu, en tout cas. Donc peut-être que la techno est là, mais la techno n'est pas là à l'échelle industrielle. Et donc, si effectivement on arrivait à développer ces moyens de stockage, alors les Allemands pourraient s'en sortir. Il suffirait qu'ils doublent à peu près leur parc actuel pour pouvoir se passer de fossiles. Aujourd'hui, ils sont pas loin du 50% de renouvelables. Et ben voilà, donc ils doublent, et puis en quantité d'électricité produite chaque année, ils sont bons. Maintenant, deux choses. Donc, j'ai dit, il y a le problème que c'est variable. Et puis, le deuxième problème, quand même, c'est que si vraiment on a un objectif de neutralité carbone, ça veut dire qu'on veut sortir aussi du gaz pour le chauffage des bâtiments. On veut aussi sortir de l'électricité. On veut aussi sortir de l'essence pour les transports. Donc ça veut dire que dans les deux cas, on va avoir besoin de plus d'électricité. Ça, c'est toujours important de rappeler. C'est vrai que j'en ai pas encore parlé depuis tout à l'heure, mais que l'électricité, c'est aussi, voilà, et c'est pas non plus ça qui compte. C'est seulement une part de l'énergie. Et donc, si on est sérieux sur la neutralité carbone, il faut qu'on se débarrasse du pétrole pour les transports et du gaz pour le chauffage des logements et pour l'industrie. Et par conséquent, on va avoir besoin de plus d'électricité. Donc du coup, si on a besoin de plus d'électricité, doubler le parc actuel des énergies renouvelables ne va pas être suffisant. Il va falloir aller au-delà de ça. D'accord. Alors je prenais juste une question tout à l'heure que je trouvais intéressante, mais que je ne connais pas exactement ce que c'est. C'était de Normancer, qui disait comment la dalle est-elle conçue pour éviter un syndrome chinois. Alors là, j'avoue, je ne suis pas assez expert du domaine pour savoir de quoi est-ce que ça parle. Est-ce que ça vous évoque le syndrome chinois, c'est l'idée que s'il y a un accident nucléaire, il y a une fusion du cœur, le cœur perce la cuve, donc du coup, ça fait un magma de nucléaire qui va tomber sur le béton qui est sous le cœur. Mais puisque ce magma il est très chaud, et ben, il va continuer à descendre, il va percer même cette dalle, et du coup, il va se retrouver dans la nappe phréatique qui est en dessous. Ah, d'accord. Donc et ça, c'est quoi? C'est un accident qui s'était passé en Chine, alors? Pourquoi on appelle ça le... On appelle ça le syndrome chinois parce que c'était aux États-Unis qu'ils avaient théorisé un petit peu ce truc-là. Il y avait eu un film, aussi un film qui était sorti juste avant l'accident de Three Mile Island, justement. Et donc, l'idée, c'était que s'il y avait un accident aux États-Unis, eh ben, ça allait percer et ça allait aller jusqu'en Chine. Donc, c'est pas, donc le syndrome chinois, c'est qu'au contraire, c'est le cœur, ce qui est complètement ridicule. Qui va jusqu'en Chine, même si ça perçait et que ça allait jusqu'au centre de la Terre, ça n'allait pas remonter de l'autre côté. Mais bref, c'était quand même ça l'idée. Mais donc, typiquement, alors, comment est-ce qu'on évite, la question qui a été posée, c'est comment est-ce qu'on évite ça? Donc, d'une part, on peut faire remarquer qu'à Fukushima, où il s'est passé le début du syndrome chinois, le cœur a fondu, le cœur a percé la cuve et il s'est retrouvé sur le radier. N'empêche que il n'y avait pas suffisamment de cœur et le radier, le béton qui est en dessous n'a pas été percé. Donc, en fait, ça dépend un petit peu de la quantité de matière finalement qu'ils font. Donc, c'est pas nécessaire. Et d'autre part, l'idée qu'on a maintenant sur les réacteurs français, et c'est un dispositif de sécurité supplémentaire qui est mis en place, c'est que en fait, on fait un dispositif pour que le cœur, s'il perce la cuve, il va s'étaler sur une grande surface. Et donc, en s'étalant sur une grande surface, il va refroidir plus rapidement. Et du coup, puisqu'il refroidit, eh ben, il ne va pas percer le radier, qui est la crainte du syndrome chinois. Donc la question qui m'était posée, c'est comment est-ce que
on évite justement le syndrome chinois, et ben on Hmm. évite ça en ayant un dispositif qui permet d'étaler ce corium si jamais Hmm. le corium se produit. D'accord. Alors, je vais poser une dernière question, vu qu'après on va prendre Andreas Rödinger qui nous rejoint aussi. C'était une question donc, de Yoxotot. Quand l'Allemagne ne fournit pas assez de puissance et doit l'acheter à l'étranger comme nous, n'est-ce pas hypocrite puisqu'on est au nucléaire? Alors ça, c'est la question de la mise en commun, en tout cas, des réseaux en Europe. Effectivement, Oui, parfois on prend l'Allemagne, parfois eux, ils nous prennent. donc c'est vrai, on peut critiquer ça. Ceci dit, en 2022, on était très Hmm. très très Voilà, content de d'avoir l'Allemagne profiter ici. de l'électricité au charbon allemande, Hmm. sans quoi il y aurait eu des coupures en France, hein. Oui, voilà. Donc je pense pas qu'on ait le cul particulièrement propre pour critiquer l'Allemagne C'est sur ça, ce ouais. sujet-là, quoi. Non, on a Hmm. fait en Europe, on a fait le choix d'avoir des réseaux interconnectés, justement Hmm. pour être plus efficace, pour être plus efficace. Et donc, Hmm. il y a des moments, c'est de l'Allemagne qui profite de nous, et il y a d'autres Hmm. moments, Voilà. c'est nous qui profitons de l'Allemagne. Donc voilà, Donc c'est voilà, plutôt pour dire. donc j'ai pas envie de critiquer l'Allemagne là-dessus. Hmm. D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces Au questions. plaisir. Donc effectivement, je vais enchaîner avec Ouais, Vincent Gars. avec Andreas. Et merci beaucoup alors. Bonne journée à vous en tout cas. Bonne journée. Merci. Merci encore. Hop. Alors, je me remets en plein écran comme ça. Et du coup, je vais couper encore rapidement pour passer donc avec le deuxième invité. Donc j'espère que ça va bien plu. Désolé, j'ai pas le temps de... Je vois passer toutes les questions, mais c'est compliqué de tout prendre. J'ai pas pu prendre la tienne, la Splagada, elle était un peu complexe, celle sur le KPI. Peut-être qu'on pourra la poser, mais je sais pas s'il connaîtra ça. Donc on va voir. Elle était pas mal la question, effectivement. Alors, je vous remets un petit peu en pause. Je vais essayer de lancer une pub. Désolé, elle s'est relancée tout à l'heure comme le live avait planté. Mais je vais essayer d'en lancer une, histoire qu'il n'y en ait pas d'autres pendant l'intervention. Donc voilà. À tout de suite. Hop, voilà, bonjour. Alors, est-ce qu'on nous entend bien? Donc maintenant, on est avec monsieur Andreas Rödinger, donc deuxième invité. C'est pas courant, à la base, je voulais faire qu'un seul invité par live, mais là, pour un sujet pareil, je me suis dit que ça valait mieux d'en avoir deux, comme ça permet aussi de varier un petit peu les points de vue, etc., et les connaissances de chacun, comme c'est un sujet que personne ne connaît vraiment à 100%, on va dire. Donc voilà, bonjour, monsieur Bonjour. Rödinger. Bonjour. Alors, est-ce qu'on vous entend bien? Est-ce que vous l'entendez, en tout cas? Je préfère demander tout de suite, la dernière fois, il y avait toujours des petits problèmes. Oui, c'est bon, très bien. Eh bien, je vais vous laisser alors du coup vous présenter. Volontiers. Donc, je m'appelle Andreas Rüdinger. Je travaille dans un think tank et un institut de recherche qui s'appelle l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, où je suis notamment en charge des questions sur la transition énergétique en France et en Europe. D'accord. Alors justement, j'avais vu, vous avez fait aussi certains articles sur le site de l'IDRI. Et vous avez été, là je vous avais trouvé honnêtement, là je vais vous le montrer tout de suite. Vous avez trouvé grâce à un article, là vous étiez cité, en tout cas c'est un article de Novetic, où c'était justement un point de vue que je trouvais un peu intéressant, c'était un petit peu ça contrebalançait un petit peu, ça voulait dire que c'était pas forcément le nucléaire qui avait eu... qui a forcément sorti le nucléaire, ça n'avait pas associé énormément d'augmentation de charbon, donc c'est pour ça que j'aurais bien aimé en discuter aussi un petit peu. Alors c'est pas vous qui avez fait l'article, hein, vous avez juste été cité. Non, j'étais effectivement, j'avais été questionné par la journaliste de Novetic. Oui, alors sur cette question du charbon, c'est en gros j'ai essayé de faire passer deux points de vue assez importants, je pense, dans le débat sur ce qui se passe en Allemagne. C'est que d'une part, et ça paraît assez évident, que si on regarde la question uniquement d'un point de vue climatique, effectivement, arrêter des réacteurs en fonctionnement n'est pas une bonne idée. Et j'avais d'ailleurs cité, là c'était sur un fil Twitter, le fait qu'en fait, si l'Allemagne avait préservé l'ensemble de sa production nucléaire telle qu'elle était au plus haut, c'est-à-dire en 2000 à environ 170 TWh, donc c'était 30% du mix allemand, si elle avait gardé cette production-là aujourd'hui, le développement des énergies renouvelables aurait permis en fait de remplacer la quasi-totalité de la production charbon. Donc en fait, on revient à cette question en fait des priorités dans les décisions politiques de transition énergétique. Et François-Marie Briand l'avait très bien expliqué tout à l'heure. On est avant tout sur un arbitrage qui est politique, qui est une décision sociétale sur la perception des risques industriels, des priorités, sachant que les Allemands en fait concrètement, ils n'avaient pas choisi le tournant énergétique allemand tel qu'il avait été décidé en 2000. Prévoyait à la fois la sortie du nucléaire et des fossiles.
Par contre, évidemment, il y a une question de temporalité. Qu'est-ce qu'on fait d'abord qui peut aujourd'hui être largement questionné. Par contre, il faut bien préciser. Parce qu'ils auraient pu avoir le choix de garder là ouvertes ces centrales et de pas sortir tout de suite, après tout, ni du nucléaire ni du charbon tout de suite, en tout cas, d'attendre d'être en capacité de le faire. Renverser l'ordre des priorités et dire oui, pour nous, c'est important d'abord fermer le nucléaire, mais on va d'abord fermer le charbon et ensuite le nucléaire. Bon, historiquement, ça s'est pas passé comme ça parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, la lutte anti-nucléaire en Allemagne, elle s'est construite à la fois sur la peur du nucléaire militaire. L'Allemagne avait quand même une place assez particulière dans la guerre froide. Oui, d'accord, donc vous confirmez, vous êtes plutôt aussi à penser que c'était ça en tout cas la base. Ah oui, mais moi j'ai fait des travaux de recherche sur vraiment l'historique de la sortie de nucléaire en Allemagne et clairement, en fait, le mouvement écologiste en Allemagne a grandement profité d'une jonction des luttes qui n'a jamais eu lieu en France, c'est-à-dire de la lutte contre le nucléaire militaire et contre le nucléaire civil, sachant que le nucléaire militaire en France n'a jamais été une vraie thématique, ni d'ailleurs pour les écologistes, qui ont plus ou moins toujours assumé la ligne française de la dissuasion nucléaire et de la souveraineté gagnée par ces biais-là. Par contre, juste petit point, parce que vous avez posé la question sur le charbon, et je crois que vous l'avez également évoqué tout à l'heure, il faut bien voir que l'Allemagne n'a pas vraiment remplacé la baisse du nucléaire avec du charbon. C'est quand même assez important de le noter. Dans le fil là, que vous avez mis à l'écran, plus bas, il y a un graphique qui montre assez précisément. Donc, si vous voulez suivre Andreas Rödinger sur Twitter, voilà. Et plus bas, il y a un graphique qui montre l'évolution du mix électrique allemand entre 2000 et 2022. Et en gros, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une augmentation assez massive des énergies renouvelables électriques avec 216 TWh, ce qui a permis à la fois de compenser la baisse du nucléaire et également une baisse assez importante du charbon. On a quand même réduit depuis 2000 de 111 TWh la production à partir de charbon. Et en fait, la production à partir des centrales à gaz a légèrement augmenté. Elle a ensuite baissé depuis 2 ans à cause du prix du gaz plus élevé. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont passées. Et même si je souscris totalement à ce que M. Bréant a expliqué tout à l'heure sur le caractère un peu différent des énergies renouvelables, la production variable et du nucléaire, en volume, les énergies renouvelables ont plus que compensé la production d'électricité qui est assurée par le nucléaire jusque-là. Mais effectivement, il y a une question de variabilité qui pose des questions pas évidentes. C'est surtout le besoin de pilote. Parce qu'on pourrait se dire, si on regarde juste les chiffres, on peut rajouter de la puissance installée renouvelable facilement, on va dire, mais par contre, de la puissance qui est pilotable, ça, c'est autre chose. Et donc, c'est typiquement, tout là, s'il n'y a pas de vent, des moments où il n'y a pas de vent et de solaire, là, ça devient compliqué de se passer du charbon et c'est la raison pour laquelle l'Allemagne a annoncé récemment la construction de nouvelles centrales à gaz. Avec ces vocables un peu nouveaux de dire on va faire des centrales hydrogène ready, donc qui sont prêtes en fait à passer un jour d'un combustible gaz naturel fossile à un combustible hydrogène, sachant que ces centrales, elles auraient vocation à vraiment avoir un rôle de backup. Donc de fonctionner. Donc backup, comment vous décrivez Alors l'idée, c'est vraiment d'assurer l'équilibre offre-demande qui est extrêmement important dans le système électrique. Il faut qu'à tout moment, à chaque seconde, l'équilibre soit assuré entre l'offre et la demande pour assurer l'équilibre en tension et en fréquence. Et à un moment donné, notamment en hiver, s'il n'y a pas assez d'éolien, pas assez de solaire, il faut bien passer à autre chose. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que ces centrales, elles fonctionneraient très peu d'heures dans l'année. Et c'est d'ailleurs assez similaire à ce qu'on connaît également en France, où à cause de l'électrification du chauffage notamment, on a une pointe hivernale, c'est-à-dire qu'on a une consommation d'électricité qui va être extrêmement dépendante de la météo et du froid. Donc en France, par exemple, on est responsable de la moitié de ce qu'on appelle la thermosensibilité du mix électrique européen, c'est-à-dire qu'avec chaque degré de température en moins par rapport aux normales saisonnières pendant l'hiver, en fait, on a un appel de puissance de 3000 MW en plus. D'accord. Et en fait, pour assurer cette pointe hivernale, le nucléaire n'est pas suffisant. Et il n'a pas été construit pour, c'est normal. Mais du coup, en France aussi, on a des centrales à gaz qui assurent quelque part un rôle de backup pour le mix électrique, mais qui fonctionnent très très peu d'heures dans l'année. Et aujourd'hui, en Allemagne, la situation, elle va être... Alors l'idée, c'est que ça soit quelque chose d'assez similaire à l'horizon 2030-2035. Donc on est sur des centrales qui, selon les scénarios qu'on connaît aujourd'hui pour l'Allemagne, fonctionneraient environ 15%
des heures de l'année, c'est-à-dire qu'on serait sur un facteur de charge équivalent pleine puissance de 15%. Oui, d'accord. Donc ce serait vraiment un peu le dernier recours quand on n'a pas de stockage, pas de choses, et beaucoup d'offres et en fait, il beaucoup de demandes sur le réseau. L'idée à terme, c'est vraiment de dire, on fait du stockage notamment intrasaisonnier, donc surtout entre l'été et l'hiver, où l'été, on pourrait utiliser, ou à tout moment d'ailleurs, l'électricité renouvelable excédentaire pour produire de l'hydrogène, donc par électrolyse. Et en fait, cet hydrogène, donc dans les fameuses centrales à gaz Hydrogen Ready, on pourrait directement utiliser cet hydrogène en combustible pour assurer donc l'équilibre offre-demande à tout moment derrière. Donc imaginons, il y a beaucoup de soleil, beaucoup de vent, hop, on en profite pour faire beaucoup d'hydrogène et après on le réutilise vraiment quand il y a besoin. Mais après, ça demande un autre type de stockage aussi, j'imagine. Mais... voilà, il y a en tout cas, c'est l'idée. En fait, aujourd'hui, alors il faut, en fait, le raccourci qu'il ne faut pas faire, c'est que qui dit production variable, en France, on a cette idée que ça demande beaucoup de stockage, alors, autre idée souvent entendue, c'est pour 1 mégawatt éolien, il faut forcément installer 1 mégawattheure de gaz en backup. En fait, ça ne marche pas exactement comme ça, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le système électrique, c'est la flexibilité. Donc, c'est d'abord un système qui soit le plus flexible possible pour justement répondre à cette volatilité qui va exister à la fois côté offre et côté demande. Et donc, la flexibilité, c'est quoi? C'est évidemment les centrales en backup, ça peut être du stockage stationnaire, ça peut être les véhicules électriques demain. Il y a un énorme enjeu sur l'optimisation de la recharge des véhicules électriques. Aujourd'hui, les véhicules, ils se rechargent un peu quand on veut, quand on les branche. Est-ce que demain, si on a un parc de voitures qui est à 50, 70, 80% électrique, est-ce qu'on arrive à donner des signaux intelligents pour qu'en fait, ils rechargent au bon moment pour le réseau électrique? Quand il y a trop d'électricité, voir est-ce qu'on peut aller encore plus loin et faire en sorte que ces véhicules, s'ils sont connectés, à certains moments, peuvent même rendre l'électricité au réseau. Donc ça j'ai vu, par contre ça peut abîmer, enfin forcément ça impacte aussi le cycle de batterie, mais j'avais vu que RTE réfléchissait à ça, peut-être donner des compensations aux conducteurs justement qui accepteraient ça, que leur voiture branchée serve un peu, soit connectée au réseau. Donc ça voilà, mais ça justement, on a l'impression finalement d'avoir besoin d'énormément de... Quand on regarde un mix 100% ENR par exemple dans l'électricité, on dirait qu'on a besoin d'avoir vraiment beaucoup de stockage, beaucoup de solutions comme ça innovantes dans tous les sens, alors qu'avec des mix, là on vient d'un mix finalement très pilotable avec du charbon, gaz et nucléaire, ou qui avait l'air beaucoup plus simple en tout cas, vu que même si le nucléaire est pas non plus capable de répondre à des pics d'énergie non plus. Donc, Le nucléaire, alors surtout le nucléaire français, est quand même pilotable dans une certaine mesure, parce qu'en fait, à l'échelle du parc, on fait parfois ce qu'on appelle du suivi de charge, c'est-à-dire qu'en fait, le nucléaire va être piloté un peu à la baisse, un peu à la hausse, à la fois en fonction des impératifs techniques d'équilibre offre-demande, mais également en fonction de signaux économiques. Donc en fait, l'opérateur EDF va optimiser le fonctionnement des centrales pour parfois préserver le combustible pour les moments où il y a plus besoin de production. Mais à la base, là où le nucléaire fonctionne le mieux et le plus efficacement, c'est quand il fonctionne en base. C'est-à-dire quand il tourne tout le temps parce que c'est le plus facile. Oui, d'accord. Alors j'avais deux petites questions en tout cas. Est-ce que sur cette même période, la part de l'électricité dans le mix énergétique allemand a varié? Alors je sais pas trop, c'était une question d'omelette au fromage, s'il veut bien peut-être clarifier quelle période, mais je pense qu'il veut dire la période là peut-être actuelle ou oui, à partir de 2000. Grosso modo, pour l'instant, on n'a pas une électrification plus avancée que ça. Donc la question a également été évoquée tout à l'heure là sur l'idée de s'il y a tant de renouvelables dans le mix électrique, qu'est-ce que ça fait sur la consommation finale? C'est peut-être utile de préciser quelques ordres de grandeur. Donc l'électricité dans la consommation finale d'énergie totale représente 24% en France et environ 20% en Allemagne. C'est-à-dire que 20% de l'ensemble de l'énergie consommée en Allemagne est de l'électricité. Et donc 80%, c'est autre chose, c'est des renouvelables thermiques, ça peut être du gaz dans le chauffage, des carburants, du pétrole, etc. Donc, il n'y a pas eu d'électrification importante ces 20 dernières années en Allemagne, c'est-à-dire que, vous l'avez vu dans le graphique tout à l'heure, la consommation a même baissé en fait depuis 20 ans de l'ordre de 30 TWh, ce qui a d'ailleurs permis d'accroître le solde exportateur. Après, c'est évidemment, comme dans tous les pays, on s'attend aujourd'hui à une électrification plus ou moins massive pour substituer les carburants, la chaleur dans les bâtiments. Et donc aujourd'hui, on prévoit qu'en Allemagne comme ailleurs, on arrive à des taux d'électrification d'au moins 50 à 60% en consommation finale. D'accord. Sachant qu'aujourd'hui, on a quand même des moyens de production d'électricité qui sont à la fois assez peu coûteux.
Si on regarde notamment l'éolien flottant, qui même dans les derniers appels d'offres pour la France, on arrive à des prix de l'ordre de 45-50 euros le mégawattheure, donc c'est quand même vraiment très compétitif, et que du coup l'électricité derrière comporte un certain nombre d'avantages pour remplacer d'autres vecteurs énergétiques. Si on pense à la mobilité, un véhicule électrique, grâce au rendement, grâce à l'efficacité du moteur électrique, va consommer beaucoup moins d'énergie qu'un véhicule thermique, de la même façon qu'une pompe à chaleur dans les bâtiments permet d'utiliser 3 fois moins d'énergie pour s'échauffer, parce qu'un kWh électrique permet de produire 3 à 4 kWh de chaleur. Alors, je prends la question tout de suite, je prendrai la question de Splagada après, mais je vois que ça parle justement des éoliennes. Une question donc de Yosotot: pourquoi les éoliennes flottantes sont-elles si proches de la côte? Je pense à Nantes récemment. Plus loin en large, sans doute plus coûteux à l'installation, serait moins perturbant pour les oiseaux et dégraderait moins le paysage. Est-ce que ça c'est une question plus sur effectivement les éoliennes Alors, je pense qu'il y a peut-être une confusion entre éoliennes offshore et éoliennes flottantes, parce que des parcs éoliens flottants, on n'en a pas encore en service en France. Donc, on a quelques prototypes qui doivent être lancés dans le golfe de Gruissan côté Méditerranée, et également sur la façade atlantique. Pour les autres éoliennes, donc celles qui sont offshore, qui sont maritimes, mais qui sont installées, ancrées de façon fixe dans le sol, la raison, elle est assez simple. C'est qu'en France, en fait, la topographie fait que on arrive vite à des grandes profondeurs sur la mer. Et en fait, l'éolien offshore fixe, on peut facilement l'installer jusqu'à des profondeurs de 30 mètres. Ah oui, après c'est très loin. Donc, ce qui fait que, par exemple, côté Angleterre, en fait, ils peuvent aller beaucoup plus loin de la côte, parce qu'en fait, les eaux restent peu profondes pendant assez longtemps, et en France, ça va être plus limité. Donc, on va être plus proche de la côte, sachant que plus proche, si on prend les grands parcs en fonctionnement aujourd'hui, on est quand même à 7, 8, voire une dizaine de kilomètres, donc c'est pas tout près non plus. Pour ça, si on reste dans l'Allemagne, ils n'ont pas beaucoup non plus de mer comme ça pour aller, pour aller non, très loin. Alors ils ont la mer du Nord qui est quand même une belle ressource, et l'Allemagne aujourd'hui est nettement en avance par rapport à la France sur le volet de l'éolien offshore, avec environ 8 gigawatts installés. En France, alors que pourtant ils ont moins de, alors qu'ils ont moins de côtes. On a terminé le premier parc de 500 MW l'année dernière, donc on a quand même un peu d'avance en Allemagne, comme au Danemark, comme au Royaume-Uni. Mais clairement, en France, on a beaucoup plus de potentiel, que ce soit en éolien terrestre, en éolien offshore, flottant ou ancré, et en solaire, et en biomasse. Donc en fait, quelque part, la transition pour nous, elle est à la fois facilitée par le fait que déjà aujourd'hui on a une électricité fortement décarbonée, et que en termes de potentiel, on est bien mieux doté. D'accord. Alors je reprends un peu la question, je l'avais posée aussi un peu à Monsieur Brion tout à l'heure, mais justement en France c'est un peu ça le débat finalement, c'est est-ce qu'on avait mis un objectif à 50% de part du nucléaire dans l'électricité? Au final l'objectif était un peu fixé complètement arbitrairement, enfin il n'y avait pas de raison scientifique derrière finalement sur cet objectif-là. Pour vous, qu'est-ce que ce serait un bon mix énergétique en France? Est-ce qu'on garderait une très grande part de nucléaire, ou est-ce qu'on a vraiment besoin de passer à beaucoup plus de renouvelables, en tout cas dans le mix énergétique? Déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le gros danger qu'on a aujourd'hui, que ce soit sur le débat allemand ou français, c'est qu'en fait, on commence par parler transition énergétique, et très vite, on ne parle plus qu'électricité, et encore plus vite, on ne parle plus que nucléaire. Ce que certains appellent aujourd'hui le point Godwin du débat sur la transition énergétique. C'est vrai que du coup, ça monopolise, ça cristallise le débat, et on a eu un excellent exemple récemment en France avec la commission parlementaire, commission d'enquête sur les raisons de la perte de la souveraineté énergétique de la France, qui derrière ces titres, qui a priori évoquent tous les enjeux de la transition énergétique et transition bas carbone, en fait, a parlé essentiellement de la filière nucléaire, et c'est parfaitement pertinent, mais autant nommer les choses pour dire de façon explicite ce qu'on veut faire. Alors, sur la question de qu'est-ce qui est un mix optimal, comme je le disais tout à l'heure, c'est déjà un mix dans lequel l'électricité va jouer un rôle prépondérant. Donc ça, c'est le premier point. Là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord. Réindustrialiser, justement, etc. Enfin, toutes ces questions-là... Voilà, il y a besoin, sinon c'est avec du charbon, quoi. Donc... Il y a d'importantes questions derrière sur quelle place pour les autres vecteurs énergétiques, parce qu'il faut quand même qu'on garde ce qu'on appelle des molécules dans le système, c'est-à-dire soit du gaz, du CH4, soit de l'hydrogène, avec la question de comment est-ce qu'on le produit. Pour moi, le mix optimal, c'est déjà le mix dans lequel on arrive à réduire d'un facteur 2 la consommation finale d'énergie.
Ce qui est un des objectifs structurants de la transition bas carbone aujourd'hui en France. Donc, gain d'efficacité dans tous les secteurs, sachant qu'on a un énorme potentiel dans les bâtiments. Aujourd'hui, on sait faire pour qu'un bâtiment consomme 5 fois moins d'énergie que la moyenne historique. Je le disais tout à l'heure, le passage aux véhicules électriques nous apporte des gains énergétiques énormes. Et derrière, en termes de diversification du mix, en fait, les scénarios RTE, qui aujourd'hui sont un peu la référence dans le débat français en termes d'études sur le plan technique, économique et autres, nous disent globalement que ça va être assez compliqué d'aller au-delà de 50% de nucléaire dans le mix électrique à l'horizon 2050. Pour des enjeux industriels, c'est-à-dire qu'à la fois, dans le scénario qu'ils appellent N03, c'est lui qui essaye de pousser le nucléaire plus loin, il prolonge la quasi-totalité des réacteurs existants, des 56 à 60 ans de durée de vie. Ils mettent en place 14 réacteurs EPR, plus quelques SMR, plus quelques réacteurs modulaires de taille plus petite. Et vu l'accroissement de la consommation d'électricité, en fait, tout ça ne permet de garder le nucléaire qu'à 50%. Et donc, ça veut dire que les 50% restants vont forcément être de l'électricité renouvelable. Mais un mix construit de cette façon-là peut beaucoup plus facilement encaisser les questions de variabilité, de pilotabilité. Ce que montre en fait l'analyse RTE, qui est très intéressante sur ce volet sécurité d'approvisionnement et qui montre que globalement, avec un mix 50-50 en France, on n'a pas forcément besoin d'installer des centrales à gaz supplémentaires, par exemple. Oui, voilà. Et ce qui est l'objectif numéro 1, justement, pour ne pas avoir plus de CO2, en tout cas. Mais... Oui et non, c'est comme je le disais pour l'Allemagne, en fait, il faut, encore une fois, comme toujours, ne pas mélanger ou ne pas faire la confusion entre capacité installée, puissance installée et production réelle. Si l'Allemagne prévoit d'avoir à l'horizon 2035 60-70 gigawatts de centrales à gaz, dont potentiellement la moitié pourrait fonctionner avec l'hydrogène ou voire du biogaz, parce qu'il y a aussi beaucoup de production de biogaz en Allemagne, et que ces centrales fonctionnent 10% des heures de l'année, on est sur des émissions de CO2 qui restent assez négligeables, qui sont de l'ordre de 20 à 30 millions de tonnes et qui pourraient facilement être réduites à zéro par la suite. Donc, encore une fois, voilà, c'est des questions qui se posent dans tous les cas, mais ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est assez clair, c'est qu'en fait, on aura du mal de toute façon de faire du 100% nucléaire, quel que soit le pays. Oui, d'accord. Moi, le message que j'essaie de porter dans toutes mes interventions, dans mes études et autres interviews, c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à dépasser les clivages idéologiques. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'en appelle à tous les experts de vraiment faire en sorte qu'on arrête d'opposer les énergies renouvelables électriques et le nucléaire. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vu la situation dans laquelle on est, il faut absolument faire les deux. Il faut absolument accélérer sur tous les moyens qu'on a, et on a perdu énormément de temps. Je dis souvent qu'en France, 90% de la masse de cerveau disponible est gaspillée sur des débats purement idéologiques pour démontrer qu'il vaut mieux faire ceci ou cela. Et derrière, en fait, les questions réellement opérationnelles auxquelles il faut qu'on s'attaque, donc la gestion du grand carénage, donc du grand projet industriel sur la prolongation des réacteurs existants, le financement et les aspects techniques sur le nouveau nucléaire, la gestion de la variabilité, l'accélération sur les projets ENR, solaire et éolien, on en parle très peu au final. Parce qu'on reste toujours sur ces niveaux très idéologiques, très politiques, de se dire il vaut mieux l'un, il vaut mieux l'autre. Après, on en parle peut-être aussi parce que justement, ça vient de loin en France. Il y avait une forte opposition nucléaire qui reste quand même assez active dans beaucoup de partis politiques français, en tout cas, de dire non, on va faire du 100% ENR et stopper toutes les centrales. C'est très minoritaire aujourd'hui. Si même tu regardes dans la gauche, il faut quand même dire que les partis de gauche, aux dernières élections, elles représentaient 30% des voix au premier tour. Pour la NUP, que tous les autres étaient très très pro-nucléaire et pour certains anti-ENR, si on prend la droite et l'extrême droite française. Donc je suis pas sûr. Enfin, on a toujours été dans un discours extrêmement clivant et polarisant, mais je vois. Pour ceux qui ont connu le débat national sur la transition énergétique en 2012 et 2013, c'était un moment où on avait réussi un peu à apaiser le débat, où même l'autorité de sûreté nucléaire, par exemple, avait dit, en fait, aujourd'hui, il y a un vrai besoin de réfléchir à la diversification du mix électrique, tout simplement pour avoir un portfolio de solutions et diversifier les risques. Déjà à l'époque, en 2012, l'ASN avait averti face au risque de défaut systémique, ce qu'on connaît aujourd'hui avec les problèmes de corrosion sur circuit primaire.
Donc voilà, plus on a de diversité dans le mix, mieux on peut répondre à ces enjeux-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment de dépasser un niveau de débat où les uns vont arguer en fonction d'un mix 100% nucléaire et les autres en fonction d'un mix 100% renouvelable. D'accord, ouais. Alors, je vois qu'il y a une pub qui s'est lancée, mais en tout cas, je vais quand même essayer de prendre quelques questions qui étaient passées. Il y avait une question sur les pompes à chaleur, en tout cas, qui disait que la solution de chauffage par pompe à chaleur vous paraît-elle souhaitable vu le rejet qu'elle provoque? Alors, j'ai pas trop senti, moi, de rejet, ça m'étonne un peu. Alors, je sais pas si elle veut dire, non, c'était marqué, pardon, précision de nuisance sonore. Il y avait des gens, en tout cas, qui étaient plutôt, oui, voilà. J'avais pas lu le deuxième message en dessous. Ouais. Le rejet, en tout cas, en termes de nuisance sonore, mais même ça, je n'avais pas trop entendu parler, personnellement. Alors, c'est un peu comme pour les éoliennes, c'est-à-dire qu'il y a une première génération qui faisait du bruit, les nouvelles beaucoup moins. Ah oui. En fait, les pompes à chaleur font partie des leviers centraux pour décarboner les bâtiments et la chaleur. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Par contre, nous, on essaie de mettre en garde contre l'idée que ça serait la solution absolument universelle et généralisable. Ah oui, parce que en fait, alors il y a quelques spécificités techniques dans le fonctionnement d'une pompe à chaleur. En fait, donc c'est un frigo à l'envers, hein, c'est un compresseur qui extrait les calories et la chaleur de l'air ambiant ou d'une source extérieure, qui peut être de l'air ou de l'eau. Et par contre, pour être vraiment efficace, pour avoir un coefficient de performance élevé, une pompe à chaleur, elle produit de la chaleur basse température. Donc, on est sur de la chaleur à 50-55 degrés maximum. Là où une chaudière à condensation, une chaudière gaz, fuel, va produire de l'eau à 80-85 degrés quand elle tourne à plein régime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une pompe à chaleur marche extrêmement bien dans deux cas de figure. C'est soit quand on a une surface d'échange extrêmement grande, donc c'est du chauffage au mur, chauffage au sol. Donc on accroît en fait la surface d'échange pour même avec de la chaleur de basse température permettre de chauffer convenablement le logement, ou alors en isolant correctement l'enveloppe du bâtiment. Donc c'est l'isolation des murs, des fenêtres, etc. Ce qui veut dire qu'en gros, il faut bien mettre en garde contre l'idée que mettre en place des pompes à chaleur sans rien faire d'autre dans des passoires thermiques, dans des très vieux logements vétustes sans isolation, ça peut parfois être une mauvaise idée. Oui, d'accord. En dehors de ça, clairement, la pompe à chaleur aujourd'hui est sans concurrent en termes de technologie de chauffage. D'accord. Bon, c'est lié, de toute façon, on sait qu'on dévie un peu, mais c'est un sujet tellement vaste aussi, le nucléaire, que forcément on dévie un petit peu. Je reprenais un peu, il y avait Augmento Fromage qui disait que oui, de toute façon, le scénario le plus nucléaire de RTE ne dépasse pas les 50% de nucléaire. Ça, on en a parlé, c'était le N03, c'est ça que ça s'appelle, non? Ouais. Le scénario. Ensuite, derrière ces scénarios, il y a peut-être un autre élément qui est hyper important à préciser, c'est qu'en fait souvent on raisonne sur ces chiffres 50% de nucléaire, 70%, sans se poser la question de la temporalité et des dynamiques temporelles, avec quand même un enjeu assez important aujourd'hui, c'est que même on a beau lancer 6 EPR, 14 EPR, voire plus, ils ne seront disponibles pour les premiers qu'à partir de 2035. Oui. Donc on a quand même une phase de 12 ans pendant laquelle il faut qu'on développe nos moyens de production électrique, vu la situation qu'on a connue l'année dernière par ailleurs. Et du coup, il faut agir avant. Donc en fait, on ne peut en aucun cas se reposer juste sur l'idée qu'on va faire des nouveaux réacteurs, parce qu'en fait, dans les 12 prochaines années, il faudra agir dans tous les cas, mais il faudra surtout agir dans les secteurs que sont le bâtiment, les transports, mais aussi donc le développement des énergies renouvelables. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai qu'en France, on est polarisé déjà sur nucléaire juste dans l'énergie, et au final, et on parle que de l'électricité en permanence, donc effectivement, ça bloque un peu. Je remercie aussi du coup ceux qui suivaient la chaîne un petit peu quand même, qui sont arrivés. Il y avait eu un raid tout à l'heure, mais du coup, j'avais pas dit effectivement bonjour. En tout cas, voilà, il y avait des gens qui approuvaient en disant que Pro et Anti devraient arrêter de se prendre la tête et trouver des solutions, mais bon, s'il suffisait de dire ça. Non, mais le vrai enjeu, il est là, hein, et ça commence chez des experts, parce qu'on a eu beaucoup de gens, et moi j'en veux un peu au plus connu d'entre nous, hein, qui est Jean-Marc Jancovici, d'avoir pendant très longtemps colporté une vision où de toute façon ça ne sert à rien de faire des renouvelables électriques en France, parce qu'on a déjà une électricité parmi les plus décarbonées d'Europe, ce qui est vrai. Mais en fait, on est quand même sur une fausse idée, c'est-à-dire que tout après, il a un peu changé de position aussi récemment. Il a un peu changé de position. Parce qu'après tout, il en parlait il y a longtemps aussi de ça. Enfin, je défends un peu Jean-Claude. Il y a peu de temps, il y a des références à ça. Il y a peu de temps, il défendait quand même toujours un moratoire sur le solaire et l'éolien. Et c'est assez gravissime parce qu'en fait, ça a imprégné toute une génération avec la BD, avec parfois quelques informations un peu erronées sur le coût des renouvelables, sur la question de l'équilibrage, etc. Alors qu'en fait, le sujet aujourd'hui, c'est vraiment d'accélérer sur absolument tous les fronts. Oui.
c'est sûr. Et je pense qu'il faut beaucoup plus vraiment qu'on insiste sur l'urgence qu'il y a à tout faire en même temps. Juste pour citer un chiffre ou deux d'ailleurs assez impressionnants par rapport aux enjeux de transition dans le contexte de crise énergétique. Si la France avait respecté ses objectifs de 2008 du Grenelle de l'environnement en matière de rénovation énergétique, on ne serait plus dépendant du gaz russe depuis 2020. Si on avait, oui. Donc en fait, l'effort d'efficacité énergétique dans le bâtiment aurait suffi à baisser de 100 TWh la consommation de gaz en France. Et l'autre chiffre assez impressionnant, c'est qu'en fait, le retard français en matière d'énergie renouvelable, qui est d'ailleurs plus lié au secteur de la chaleur qu'au secteur électrique, équivaut à 6 à 9 milliards d'euros d'importation additionnelle de gaz l'année dernière. Donc c'est en fait 6 à 9 milliards d'euros qu'on a préféré envoyer à l'étranger pour acheter du combustible fossile, alors qu'on aurait pu l'investir en fait dans l'économie française pour faire de l'énergie. D'accord, effectivement. Mais bon, après, c'est la question française. Alors, désolé, il y a beaucoup de questions, j'essaie d'en reprendre rapidement. On va essayer de répondre très rapidement, mais alors, en 2 mots, est-ce que vous pensez qu'il y avait... est-ce qu'il pourrait y avoir un breakthrough technique qui remettrait le nucléaire en Allemagne, par exemple? Ou est-ce que pour vous, c'est mort, maintenant que c'est fermé, ils reviendront jamais dessus Mais est-ce que peut-être avec des nouvelles centrales encore qui pourraient peut-être rassurer le public allemand, je sais pas. Mais l'avenir est clairement pas écrit. Donc, parce que le breakthrough technique, c'est une question, mais c'est avant tout un arbitrage politique. Ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a pas mal de partis écologistes en Europe qui reviennent aujourd'hui sur l'opposition au nucléaire, en Finlande, en Suède et ailleurs, voire en Italie même, et là, c'est pas les écologistes. Donc, en fait, cette question, elle est toujours ouverte. Après, on reste dans ces questions de temporalité que j'évoquais tout à l'heure. Si on arrive sur le plan politique, réglementaire, technique, à construire des réacteurs en 5 ans, pourquoi pas. Le cas qui est assez intéressant là-dessus, c'est le Royaume-Uni. Oui, le Royaume-Uni, c'est différent, effectivement, c'est un peu plus équilibré. En fait, ils ont fait le choix de l'Allemagne à l'envers, c'est-à-dire qu'ils ont dit on garde le nucléaire, mais en fait, même avec les nouveaux réacteurs, les EPR, Hinkley Point, Sizewell, en fait, la part du nucléaire au Royaume-Uni va rester assez stable dans le mix, autour de 20%. Derrière, ils construisent également, ils misent massivement sur les énergies renouvelables et notamment l'éolien offshore. Et derrière, ils ont déjà réussi à sortir du charbon, ils veulent sortir du gaz derrière. Mais ils se posent pas mal de questions aujourd'hui sur jusqu'où aller en matière de nucléaire. Le débat est sur tous les pays, du coup. D'un point de vue strictement économique. Parce que le souci avec les EPR, c'est qu'on est sur des actifs à durée de vie extrêmement longue. Donc on parle de 60 voire 80 ans de durée de vie. Et si on leur met un tarif garanti sur 60 ans, pour Hinkley Point, on est sur 120 € du mégawattheure. On risque aussi pour l'État de s'enfermer dans un piège économique, de s'engager à fournir une rémunération fixe, alors qu'en fait, des breakthroughs technologiques, on peut aussi en avoir de l'autre côté. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait si en 2035, on a du solaire à 30 € le mégawattheure, éventuellement associé à des nouvelles solutions de stockage, parce que le breakthrough côté stockage, le Graal que tout le monde atteint, mais un peu comme la fusion nucléaire, mais qui se verra peut-être jamais, c'est le stockage à partir de graphène. Oui. Après ça, il y a toujours qui permettrait de produire, en théorie, des supports de stockage beaucoup moins impactants sur le plan écologique, beaucoup moins chers et plus performants que le lithium, mais on ne sait pas si ça arrive. Donc je vois l'idée, c'est qu'en fait, comme on se mise vraiment sur l'avenir avec des EPR, on peut avoir peur justement, mais ça c'est plutôt des politiques économiques, donc ça c'est... Parce qu'au final, les EPR pourraient très bien marcher, en tout cas sur le long terme, mais c'est vraiment des questions de coûts qui font que... Il n'y a pas de sujet, mais il y a une vraie question d'optimisation économique dans la décarbonation, parce que tous les moyens qu'on engage d'un côté, ils manquent de l'autre. Oui, voilà, c'est typiquement la critique qu'on a fait au photovoltaïque, par exemple, qui coûtait très très cher par rapport à la tonne de CO2 évitée, mais qui est beaucoup moins cher aujourd'hui. Donc il y a ces questions d'incertitude sur la dynamique des coûts et des bénéfices qui n'est pas évidente. C'est des paris à faire un peu sur... mais bon. C'est pour ça que là, c'est pas que scientifique. Là, les scientifiques sont là pour apporter justement le maximum d'informations techniques et après aux politiques de décider, aux sociétés en tout cas de prendre. Alors je prenais une petite question que je trouvais rigolote effectivement sur est-ce qu'on peut espérer un afflux de main-d'œuvre qualifiée de l'industrie nucléaire allemande en France pour combler nos lacunes en la matière, parce que ça aussi on manque aussi de main-d'œuvre, mais vu qu'il y a des gens maintenant qui sont peut-être je suis pas sûr malheureusement, mais parce que je pense que la filière était déjà très peu active en Allemagne depuis que Siemens notamment s'était désengagé du projet EPR. Il faut rappeler que l'EPR à la base est un projet industriel franco-allemand. Et que EDF et Areva en ont pas mal voulu à Siemens de se désengager, forcément suite à la décision, aux décisions allemandes et notamment post-Fukushima.
Donc, pourquoi pas, faut espérer qu'il y a une partie des Allemands qui vont peut-être venir en France. On a déjà invité des soudeurs américains pour réparer les problèmes de corrosion sur le circuit primaire. Donc voilà, mais j'avoue que j'ignore en fait c'était plus pour les emplois en Allemagne, mais pourquoi pas, ça peut se faire. Pourquoi pas, effectivement. Alors d'ailleurs, j'ai une question aussi, je les prends dans l'ordre un peu, mais un peu avec un peu de retard du coup, désolé. Mais comment est-ce qu'on arrive encore à bosser en tant que scientifique dans un climat teinté de politique? Parce que vous, dans votre travail, du coup, il y a beaucoup de politique à avoir derrière aussi. Donc, moi, je me considère plus comme un acteur politique que scientifique. Oui. C'est un peu comme le sociologue qui est jamais extérieur à son objet de recherche. Et moi, à l'IDRI, notre travail, c'est un travail de lobbying d'intérêt général, si on veut. C'est-à-dire qu'on intervient, on intervient dans un processus politique sans défendre un acteur ou un groupe d'acteurs en particulier, donc pour essentiellement faciliter les discussions et essayer d'objectiver un peu un certain nombre de débats pour trouver des solutions. À vrai dire, c'est parfois extrêmement pénible. Parce que c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est un peu cette frustration de se dire mais on a tellement de cerveaux, de gens assez brillants qui travaillent sur toutes ces questions et on perd tellement de temps à traiter des questions idéologiques où en fait moi j'aimerais qu'aujourd'hui au lieu d'avoir un débat sur mais est-ce que c'est bien ou pas bien le nucléaire et machin, qu'on puisse avoir un débat beaucoup plus poussé sur en fait dans les solutions de flexibilité c'est quoi l'ordre de priorité, où est-ce qu'on en est sur le stockage stationnaire versus le véhicule to grid en fait notamment dans la sphère politique on a énormément de mal à atteindre ces niveaux de maturité du débat parce qu'on s'arrête à des sphères un peu des clivages assez primaires et ça c'est frustrant. C'est sûr. Mais sur ça, pour moi, le débat, je vous ai pris vous deux, j'avais pris, du coup vous-même et Monsieur Bréon, parce que voilà, Monsieur Bréon était plus effectivement très pro-nucléaire, vous c'est un peu plus nuancé, du coup, je trouvais sur la question, en tout cas, pas à dire un peu moins en tout cas, mais je trouve que la question justement. François-Marie Bréant, je pense qu'il est aussi, il a une perspective scientifique et purement rationaliste là-dessus, qui se défend. Après, je veux dire, on est dans un débat politique. Vous avez un point de vue aussi politique, derrière sur les coûts économiques derrière les différences entre États, effectivement. Mais j'aimerais aujourd'hui, et d'ailleurs moi dans mon travail avec l'IDRI par exemple, je coordonne des plateformes, des groupes d'experts sur l'avenir du système électrique français, où j'essaye justement de montrer qu'en fait quand on regarde les experts, il y a un consensus qui est beaucoup plus élaboré, beaucoup plus fort sur le fait qu'il faut tout faire en même temps. Que chez nous, plus personne ne discute de non, c'est que le renouvelable, c'est que des EPR, c'est pas la question en fait. Oui, c'est sûr. Alors, je reprends encore des questions, même si on change de sujet un peu à chaque fois, j'ai un peu l'impression. Alors, il y avait l'argument de certaines personnes, en tout cas contre le nucléaire, c'est qu'on déporte notre impact vers les pays où on extrait le minerai. Alors ça aussi, c'est vrai que c'était une des questions. Je sais pas si en Allemagne, il y avait cette question-là de l'origine de leur uranium ou des choses comme ça. Qui a joué elle a beaucoup plus joué en Allemagne. D'ailleurs, il y a une question statistique qui est assez intéressante, c'est qu'en France, on a toujours considéré, notamment dans le calcul du taux d'indépendance énergétique, on a toujours considéré le nucléaire et donc même la chaleur nucléaire en tant qu'énergie primaire comme une énergie domestique. Et l'Allemagne, dans ses statistiques sur l'énergie, a toujours fait l'inverse. C'est-à-dire, elle a considéré que l'uranium était importé et que donc l'électricité nucléaire était une énergie qui n'était pas domestique. Donc voilà, c'est un pur artefact comptable, mais qui déjà révèle en fait des choix, des compréhensions politiques différentes. Effectivement, la question des impacts de l'extraction de l'uranium, alors elle a pu être posée en Allemagne, c'est plus une question sur la souveraineté énergétique, les risques d'instabilité dans les pays dont on tire l'uranium. Je pense qu'aujourd'hui, dans le milieu des experts et des scientifiques, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que du moins la question géopolitique de la dépendance vis-à-vis de certains pays est un risque assez faible. Parce qu'on a de l'uranium. On varie beaucoup, je crois, on peut en extraire d'un peu partout. Et sur les impacts locaux liés à l'extraction, évidemment, il y a de forts impacts auxquels on s'intéresse peu en France. Mais de l'autre côté, comme il y a aussi des forts impacts pour les mines de lithium, de cobalt, de cuivre et de tous les autres matériaux, qu'il faut d'ailleurs pas uniquement pour les énergies renouvelables, mais pour la transition énergétique dans son ensemble. Donc en fait, ces questions d'impact sont absolument partout. Et d'où l'importance de d'abord réfléchir en termes de réduction des besoins pour, quelles que soient les technologies qu'on mette en place, qu'on ait besoin d'en mettre en place le moins possible. Alors je disais aussi, quelqu'un parlait qu'il y avait la question de l'hydrogène au Nigeria aussi en Allemagne, récemment apparemment, qui avait été soulevée, mais bon, ça c'est plus pour l'hydrogène, ou ça c'est... c'est des questions intéressantes parce qu'en fait, on assiste avec la transition bas carbone à une sorte de réconfiguration des questions d'indépendance, souveraineté énergétique, voire des nouvelles dépendances.
Parce que l'Allemagne, effectivement, aujourd'hui, réfléchit à l'idée d'importer massivement de l'hydrogène de pays qui auraient un potentiel renouvelable beaucoup plus fort, notamment en Afrique. Et qui en gros construit des nouvelles dépendances. Ça voudrait dire que ce qu'a été le gaz russe hier pourrait être l'hydrogène africain demain. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que c'est une forme d'optimisation qui se dépend d'un point de vue économique ou pas? Qu'est-ce que ça pose en termes de questions éthiques de prendre l'énergie à des pays qui auraient peut-être qui en auraient besoin eux-mêmes pour décarboner leur propre approvisionnement? Donc c'est des questions qui ne sont pas évidentes mais qui sont intéressantes à traiter aujourd'hui. D'accord. Alors, j'avais vu, il y a beaucoup de réactions en tout cas sur les questions de quelles sont les solutions finalement aussi même renouvelables. En tout cas, il y avait par exemple quelque chose qui parlait de est-ce que mettre du solaire sur tous les toits d'immeubles, d'usines, etc. Est-ce que ça ferait une vraie différence ou est-ce que c'est négligeable? Finalement, il y a beaucoup de gens qui se demandent. Voilà, je voyais aussi sur utiliser les data centers pour du chauffage, des choses comme ça. Enfin, le mieux ou alors des gens qui voilà. Alors, je sais pas comment prononcer ton pseudo, c'est USB. Qui est assez, enfin, je le vois sur l'écran là, qui disait aussi de faire des éoliennes individuelles, etc. Bon voilà, on voit qu'il y a beaucoup de gens en tout cas il y a beaucoup d'interrogations en tout cas sur quelles sont les meilleures façons de faire. Donc ça, je sais pas trop si on pouvait voir aussi les différences avec l'Allemagne et la France, si ça vous connaissez un peu. Alors, je pense qu'il y a un peu quand même besoin de faire de la pédagogie sur des fausses bonnes idées. Oui, voilà. Typiquement, l'éolien individuel, on a essayé en France, ça a très mal marché parce que ça a quand même pas mal fragilisé les maisons sur lesquelles on a essayé en termes de vibration. Et en termes de rendement énergétique, c'est absolument peanuts. C'est-à-dire que si on veut faire de l'éolien, plus gros, c'est mieux. Donc aujourd'hui en Allemagne, on est sur des éoliennes qui dépassent les 200 voire 250 mètres de hauteur, qui ont 6 MW de puissance, donc qui sont 3 fois plus puissantes que les modèles qu'on avait il y a 5 ans. Oui, parce que sinon on pourrait juste mettre des tout petits moulins. Oui, non, mais clairement, sur les éoliennes, il faut faire du très gros, du surtoilé, c'est-à-dire des éoliennes qui vont avoir, en termes de surface de pale, un diamètre qui dépasse les 200-250 mètres, et du coup qui en fait vont avoir un rendement beaucoup plus intéressant. Oui. Il y a un côté inertie, je pense, physique. Partout, c'est un peu la même idée. Alors, l'idée est super attractive parce qu'on se dit on peut en mettre un peu partout sur tous les toits, chacun a son petit panneau. Le problème derrière, c'est d'abord un problème d'économie d'échelle, à la fois d'un point de vue économique et technique, parce que pour le solaire aussi, plus les installations sont grandes, moins elles coûtent cher par kilowatt installé. Et l'autre point important en termes d'usage d'impact ressource, c'est qu'en fait, si je mets des micro-installations partout, j'ai quand même besoin de ce qu'on appelle les équipements auxiliaires, les ondulaires, les compteurs électriques, etc. Et j'en aurai besoin à chaque fois. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux, si on prend le cas d'un village, une grande installation sur un terrain délaissé, une ancienne décharge, etc., avec un seul compteur, un seul ondulaire, etc., plutôt que 300 micro-installations. Oui, c'est plus logique sur le principe. Donc là-dessus, les questions ne sont pas évidentes. Ce qu'on voit aujourd'hui en Allemagne, malgré tout, mais essentiellement lié à des dynamiques économiques aussi, c'est qu'énormément de particuliers vont installer du solaire, même si le niveau d'ensoleillement est évidemment moins important qu'en France, mais parce que le tarif d'électricité en Allemagne est 2 fois plus élevé que chez nous. Donc chez nous, on est sur 20 centimes du kilowattheure. En Allemagne, on dépasse largement les 40 centimes aujourd'hui. Ce qui fait que non seulement le solaire est rentable en autoconsommation, mais de plus en plus de particuliers installent du solaire avec batterie domestique. Ah oui, oui, d'accord. Je vois. Est-ce que ça, c'est plus une question personnelle aussi sur je sais pas si vous connaissez beaucoup, j'imagine, donc l'Allemagne, effectivement, de quel est le regard, en tout cas, du public, parce qu'en France, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'opposition sur tout ce qui est éolienne, enfin, surtout les éoliennes, c'est quand même ça qui cristallise beaucoup, on avait vu Marine Le Pen qui voulait, limite, démonter toutes les éoliennes. Ouais. Alors, je sais pas où ça en est en Allemagne, en termes politiques, en tout cas. Alors, il y a différentes choses en Allemagne. En fait, si on regarde les sondages comme on en a en France, le soutien global aux énergies renouvelables est assez élevé. Donc, on était à plus de 90% en Allemagne, plus de 80% en France. Et de façon très transversale, le niveau de soutien reste assez élevé dans les deux pays. Reste élevé, d'accord. Ce qui a énormément contribué au soutien aux projets d'énergie renouvelable en Allemagne, c'est le fait que les acteurs locaux, et notamment les citoyens, étaient directement bénéficiaires des projets. Ah oui. Donc, chose moins connue en France. Ils avaient un coût, ils avaient un gain directement peut-être financier. En fait, il y a énormément de coopératives citoyennes en Allemagne qui ont développé des projets, y compris des projets de grande taille, des projets éoliens. Et en fait, les dernières études dont on dispose indiquent qu'il y a environ la moitié
des capacités renouvelables électriques installées en Allemagne qui est en possession des citoyens, notamment via des collectifs, des coopératives, des agriculteurs pour 12% et des régies municipales, des entreprises publiques locales pour 8%. Donc en gros, on est sur la moitié des actifs qui sont directement en possession de personnes, d'acteurs locaux. Ça représente plus de 100 milliards d'euros d'investissement, donc c'est quand même une tendance vraiment massive, mais qui a un peu aidé à cette vision d'une transition qui est portée au niveau local, où les acteurs locaux n'ont pas que les coûts, les dommages en termes de impact sur les paysages ou autres, mais qu'ils ont directement les bénéfices, et surtout c'est leur projet. C'est eux qui ont porté le projet, qui l'ont conçu, donc c'est quand même une dynamique qui est très très différente. Et c'est peut-être une des choses qui nous manque le plus en France aujourd'hui, c'est que l'opposition à l'éolien, c'est aussi cette idée que des acteurs extérieurs au territoire viennent un peu imposer leur projet à des locaux qui n'ont rien demandé. Qui ont demandé, oui. Et du coup, en France, en fait, cette dynamique de projets locaux, de projets qu'on appelle citoyens, elle existe aussi, mais à une échelle beaucoup plus petite. Donc, c'est un des vecteurs, un des leviers pour un peu prendre différemment les questions d'appropriation locale et d'acceptabilité. D'accord, ouais. Ok. Alors, je vais prendre une question de Minberry Crunch qui demandait en matière d'énergie renouvelable, pour vous personnellement, donc là c'est une question personnelle, mais quelle techno peu connue du grand public vous paraissent prometteuse? On peut citer par exemple l'énergie osmotique. Alors honnêtement, je ne suis pas expert de ça, mais est-ce qu'il y a des énergies, des méthodes qui vous semblent vraiment prometteuses ou pas, des trucs où ça marchera peut-être dans 50 ans, quoi? L'énergie osmotique, donc c'est l'idée de jouer sur le différentiel entre eau douce et eau salée. Alors moi je suis pas du tout expert de ça, je pense que François-Marie Briand aurait bien plus de choses à dire. Quelle énergie moi me paraît la plus prometteuse? Pour une prochaine émission. Alors moi je vais prendre un point de vue assez peu original, mais c'est une énergie, enfin une techno qui est la plus banale possible, c'est le solaire thermique. D'accord. Le solaire thermique qui est vraiment juste l'idée, on a des panneaux en verre qui sont noirs. Qui chauffe, et derrière on a une petite pompe qui fait circuler de l'eau pour emmagasiner, stocker la chaleur. Pas besoin de chercher un truc extrêmement original. Parce qu'en fait, en théorie, on pourrait satisfaire la moitié au moins des besoins d'eau chaude dans le sud de la France avec du solaire thermique. D'accord. Et ça, pour le coup, c'est une techno qu'il faudrait mettre sur tous les toits. Parce que c'est. Ça m'intéresserait si vous avez des sources sur ça d'ailleurs je peux en trouver, mais c'est vraiment, je veux dire, c'est ce qu'on peut appeler un no-brainer, parce que en fait, c'est de la techno locale, c'est très faible impact, c'est très simple en termes de matériaux, et c'est juste super utile. C'est-à-dire que dans tous les cas, on est sur un approvisionnement, on est sur des grands ballons de stockage d'eau qui vont malgré tout garder une résistance électrique dedans. Donc si jamais il n'y a vraiment pas assez de soleil pour chauffer l'eau, on peut avoir un complément électrique. Mais en termes d'efficacité globale, c'est clairement une des options qu'il faut absolument mettre en avant. Et c'est un des autres problèmes qu'on a en France, c'est qu'on ne parle pas du tout assez des énergies renouvelables dans le secteur de la chaleur. Y compris le côté biomasse, bois, pellets, voire biogaz. Alors le biogaz, c'est encore une autre technologie complexe avec beaucoup d'impact dans le agricole. Mais voilà. D'accord. Bon, j'espère que ça répondait à certaines questions, en tout cas. Aussi, même USB qui parle beaucoup de solaire, mais du coup, chauffer-le avec le soleil, c'est simple et peu consommateur, c'est sûr. Voilà. Il faut pas aller chercher très loin. Ou Tristocier qui disait qu'en tout cas, que c'était fou qu'on n'en parle pas plus du solaire thermique, alors que c'est déjà bien utilisé, effectivement. C'est une des technos clairement les plus oubliées en France. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi, alors qu'on avait des fabricants français, et en fait on a loupé un truc en termes de soutien public, de narratif, de discours, peut-être d'aide publique aussi, mais on est complètement passé à côté de ce truc. Parce que du coup, justement, votre travail, vous, c'est plutôt d'aller vraiment parler aux politiques aussi, justement. J'imagine au quotidien quand même pour. Donc comment est-ce que vous voyez enfin, c'est une question un peu peut-être un peu personnelle aussi en tant que chercheur à l'IDRI, mais comment est-ce que vous voyez la situation, en tout cas? Est-ce que les politiques sont assez réceptifs à ça? Est-ce qu'ils se braquent beaucoup sur certaines positions, par exemple, très anti-nucléaire ou très anti-éolienne, par exemple? C'est très variable. C'est très variable. Selon les personnes, j'imagine. Nous, notre job, quelque part, c'est aussi de faire de la vulgarisation scientifique, mais dans le débat politique. Donc, aussi de réintégrer du savoir scientifique dans un débat politique qui parfois ne l'utilise pas assez. On fait beaucoup aussi d'évaluation de politique publique, pour montrer qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui ne l'est pas, pour essayer également de ramener en France des exemples de bonnes pratiques à l'étranger, pour dire tiens, regardez, ça a été fait ailleurs, en fait ça marche.
Parce que parfois, en politique, on a souvent ce débat de la peur du changement, mais moi, je pense que ça ne va pas marcher. Si on arrive à montrer qu'un autre pays l'a fait et que ça a plutôt bien marché, forcément, ça aide. Oui. Alors, je prends tout de suite la question, d'ailleurs, quelqu'un disait que j'imagine qu'il n'y a aucune entente européenne sur les solutions. Alors, justement, finalement, on dirait qu'il y a quand même des échanges, en tout cas de bonnes solutions. On s'inspire un peu chacun. Il y a plus qu'une entente, c'est-à-dire qu'au niveau européen, on a quand même une politique européenne de l'énergie et du climat. Il y a énormément de choses qui se passent en ce moment, de textes, de nouveaux mécanismes de solidarité pour également faire des achats, des approvisionnements en gaz communs. Il y a un marché européen de l'électricité qui a beaucoup été dénoncé en France, mais qui est un outil assez puissant pour cette transition. Donc il y a plein de choses qui se font en termes d'entente, si on veut, sur le plan énergétique. Après, il y a malheureusement, comme toujours, ces débats sur nucléaire versus renouvelable qui pourrissent un peu les débats au niveau européen aujourd'hui. Enfin, c'est quand même aller très très loin. On n'est pas loin du niveau cours d'école, parce qu'on a la France d'un côté qui a rassemblé, d'ailleurs il y a à peine 2 mois, une coalition de pays amis du nucléaire. Contre l'Allemagne, le Luxembourg, qui ont de l'autre côté rallié la coalition des anti. Et donc derrière, ça se chamaille et ça se bat justement sur des questions de est-ce qu'on intègre le nucléaire ou pas dans les solutions de production d'hydrogène comptabilisé au sens de la directive des énergies renouvelables. Est-ce qu'on intègre le nucléaire parce qu'au final, c'est important pour avoir des aides aussi sur construire une nouvelle centrale ou des choses comme ça. Ça peut l'être, mais c'est surtout une question symbolique, c'est-à-dire qu'il y a quand même des pays qui veulent montrer leur opposition à certaines sources. Et là, moi, personnellement, j'en veux énormément à l'Allemagne aussi, de ne pas passer outre ça et de construire un compromis politique, un deal politique qui sera nettement différent, de dire à la France, parce qu'au final, aucun souci, bien sûr qu'on intègre le nucléaire dans la taxonomie. Par contre, on a besoin aussi que vous montrez votre engagement en faveur des énergies renouvelables par ailleurs. Donc, il pourrait faire ça. La même question que j'évoquais sur le débat français de comment est-ce qu'on dépasse le clivage en misant sur toutes les solutions, elle se pose exactement de la même façon au niveau européen. Parce qu'en vrai, c'est un peu notre regard de français de se dire peut-être aussi, en tout cas c'est en France, de se dire que c'est l'Allemagne qui bloque, mais finalement ça a quand même, j'ai l'impression que c'est quand même un peu ça qui se passe, effectivement, que c'est un peu un côté qui reste très anti-nucléaire. J'écris beaucoup dans le spatial, par exemple, aussi, il y a beaucoup ce côté-là. L'Allemagne, mais derrière l'Allemagne, il y a le Luxembourg, il y a l'Autriche qui a été historiquement très anti-nucléaire, l'Italie jusqu'à un certain point, mais il y a eu un revirement avec le gouvernement actuel. Donc voilà, c'est des coalitions qui bougent dans le temps. Mais le problème, c'est que la France est également perçue sur le plan des politiques européennes comme un acteur qui ne défend que le nucléaire et rien d'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement français est extrêmement mobilisé sur cette question du nucléaire, mais assez peu sur d'autres sujets. Sur la directive énergie renouvelable, sur la rénovation énergétique. Donc c'est un peu dommage aussi, parce qu'on perd de vue d'autres sujets qui sont tout aussi importants. Alors je reprends une autre question aussi. Quel regard portez-vous sur la régulation européenne en matière d'énergie ? Partagez-vous les critiques qu'on entend en France sur le fardeau que ces régulations feraient porter sur notre marché national ? Excellent point. Alors moi je pense que j'entends la question dans le sens où en France on a pas mal pris l'habitude de faire de la politique européenne de marché de l'électricité, de libéralisation du marché, le bouc émissaire de tout ce qui se passe en France, ou de tout ce qui se passe mal en France. Moi, je travaille énormément sur ce sujet-là, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à regarder ce que j'ai écrit sur Twitter et par ailleurs dans les articles IDRI. Pour faire une réponse courte, pour moi, la situation est beaucoup, beaucoup plus complexe que ce qu'on a l'habitude de présenter dans le débat français. Moi, je dis souvent que la France est le pays qui a probablement le plus bénéficié de la libéralisation du marché électrique européen. Je vais juste donner 3 exemples. Lors de la libéralisation, EDF a été transformé en société anonyme, mais avec un capital qui était protégé et qui était à 85% public. Donc en fait, personne ne pouvait acheter EDF. Par contre, EDF s'est donné à cœur joie de racheter ou de prendre des participations dans des électriciens partout en Europe, dans quasiment tous les pays européens. Donc en fait, de cette manière, EDF s'est construit en fait un rayonnement vraiment européen, très très fort. Et par ailleurs, assurant dans certains cas aussi les marchés futurs pour le nucléaire dans le cas du Royaume-Uni. Et donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'en fait en France on a été par le passé le champion mondial en termes d'exportation d'électricité. Les meilleures années on exportait en net 60 TWh, c'est l'équivalent d'une dizaine de réacteurs de 900 MW, donc c'est quand même assez énorme. Et le marché européen évidemment nous aide aussi
à commercialiser, à vendre cette électricité-là. Et le dernier point, c'est évidemment ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la pointe hivernale. Quand on manque d'électricité en France, quand vraiment il fait très très froid en hiver, c'est quand même aussi le marché européen qui nous aide à dépasser ça. On avait parlé avec alors, sur la question, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que la libéralisation européenne est dommageable en France, c'est pas si évident en fait, parce que beaucoup de gens derrière pointent l'ARENH, donc les questions d'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, donc le fait en fait l'obligation pour EDF de vendre une partie de sa production nucléaire à des fournisseurs alternatifs pour qu'ils puissent en fait être compétitifs, proposer des tarifs au même niveau. Moi, je dis souvent, alors c'est un peu dur à comprendre, mais que d'un point de vue économique, pour EDF, la situation, le coût serait exactement le même si EDF était en monopole de fourniture, donc comme c'était le cas historiquement, qui s'assurait 100% de l'approvisionnement des consommateurs. Si EDF était en monopole, à partir du moment où toute la production, toute la consommation se ferait à tarif régulé, à tarif réglementé, comme c'était le cas avant, le coût serait le même qu'aujourd'hui avec l'ARENH. Donc la vraie question, c'est pas est-ce qu'on oblige EDF à vendre une partie de sa production à un coût régulé à des fournisseurs alternatifs. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on partage, comment est-ce qu'on distribue la rente nucléaire entre l'État actionnaire, l'opérateur EDF, les consommateurs ménages, les consommateurs industriels. Et la vraie question, elle est là. Elle n'est pas du tout dans l'ARENH. Et si EDF a perdu énormément d'argent l'année dernière, alors évidemment, c'est d'abord parce qu'on n'a pas produit assez de nucléaire, et en deuxième lieu, parce que toute la production d'EDF a été vendue à tarif réglementé, et pas que via l'ARENH, surtout via le tarif réglementé et les autres offres de marché d'EDF. Donc voilà, tant qu'on a, c'est une question qui est extrêmement complexe. Le récent rapport de la commission d'enquête, malheureusement, est complètement passé à côté du sujet. Ah oui, d'accord. Et moi, je travaille là-dessus avec pas mal d'experts pour essayer de faire un peu de pédagogie pour montrer que les solutions sont peut-être pas là où on croit. Mais voilà, moi, j'essaye vraiment de montrer que le marché électrique, c'est un des outils de la transition et c'est certainement pas le plus gros problème pour la France aujourd'hui. Oui, d'accord. Pour ça, le marché électrique, c'est encore c'est un sujet effectivement qui est lié, mais qui est extrêmement politique aussi, oui. Pour sortir un peu du scientifique. Et il y avait une remarque, en tout cas, je trouvais intéressante dessus de USB en tant que particulier qui disait que les solutions, en tout cas, qu'il aimerait avoir, serait d'avoir un peu plus de moyens de solaire pour l'éclairage et eau chaude, du reste en nucléaire pour les machines qui consomment et du chauffage du chauffage avec des data centers. Et il voulait savoir, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est viable ou est-ce qu'il faut, voilà, il faut un peu plus que ça en tout cas? Il faut de tout. Donc après, il faut de tout. De toute manière, on va pas flécher une source d'énergie vers un usage, notamment pour ce qui est l'électricité. Tout arrive dans le réseau et se mélange. Donc après, la vraie question, c'est est-ce qu'on arrive localement, il peut y avoir tout peut marcher. Est-ce qu'on arrive à augmenter la flexibilité? La vraie question, elle est là. Est-ce que demain, on fait en sorte qu'en fait, il y a un signal soit tarifaire, soit de pilotage via l'EKI, via les compteurs, qui fait que en fait, tout le monde, de façon idéalement automatique, arrive à recharger son véhicule électrique au bon moment, fasse tourner son lave-vaisselle au bon moment, que l'eau chaude tourne uniquement quand, le ballon d'eau chaude se met en marche quand c'est le moment idéal pour le réseau. Il y a des choses qui bougent là-dessus. EDF, par exemple, a de nouveau élargi les tarifs Tempo, qui sont un truc assez ancien qui existe depuis 30 ans. Le tarif Tempo, c'est un tarif d'électricité où en fait, on accepte d'avoir un prix assez bas pendant la majorité du temps de l'année. Et par contre, il y a des jours blancs et des jours rouges où en fait, on accepte de beaucoup moins consommer ou alors de payer beaucoup plus cher pour sa consommation parce qu'en fait, il y a une tension sur le réseau. Et ça, c'est un des outils, la tarification, pour justement inciter les consommateurs à être beaucoup plus flexibles. Et c'est clairement un des trucs dont on a besoin demain. Oui, d'accord. Donc là, dans l'état actuel, si on devait résumer, en tout cas, comment vous voyez le réseau électrique européen maintenant que l'Allemagne est sortie du nucléaire, en tout cas, est-ce qu'on va vers peut-être plus de collaboration? Il y en a qui parlaient, par exemple, de mettre beaucoup plus un peu plus une meilleure répartition, peut-être de panneaux solaires, par exemple, dans le sud, plus d'éoliens offshore dans le nord, des choses comme ça. Est-ce que ça a vraiment évolué ces dernières années? En tout cas, de votre point de vue. Il y a énormément de choses qui se passent en Europe. Et en France, on a énormément de mal à comprendre, à voir ce qui se passe ailleurs que chez nous. Et donc, on regarde l'Allemagne parce qu'on aime bien se polariser sur l'Allemagne comme le méchant grand frère à qui on en veut toujours un peu. Enfin, le German bashing est quand même extrêmement populaire dans les politiques françaises, pas que sur l'énergie. Parfois à raison, parfois à tort. Mais il y a plein d'autres pays où il se passe des choses super intéressantes qu'on ne regarde pas. La transition en Suisse, en Autriche, aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, par exemple, personne n'en parle.
Les Pays-Bas sont passés de 4% d'électricité renouvelable en 2000 à 40% en 2022. Oui. Pour un pays qui a une densité de population qui est à peu près 5 fois celle de la France, qui a un territoire tout petit, une population à 90% urbaine, enfin, il y a des trucs vraiment intéressants qui se passent. Si on échappe un peu à un moment à la bulle sur l'Allemagne, en fait, nous, on a tendance à montrer l'Allemagne comme un cas isolé. L'Allemagne veut sortir du nucléaire et veut faire des renouvelables. En fait, en Europe, c'est ça qui va se passer. Qu'on le veuille ou non en France, peu importe nos décisions à nous, les dernières stratégies européennes parlent d'un mix à 70% renouvelable en 2030 à l'échelle européenne. À l'échelle européenne, ouais. Et c'est pas que l'Allemagne, c'est tous les pays autour. Donc en fait, ça c'est une tendance qui va profondément transformer le système électrique européen. Et encore une fois, peu importe ce qu'on fait en France. Et le vrai sujet sur, par exemple, la réforme du marché électrique européen aujourd'hui, ce n'est pas la question de couplage ou pas par rapport au prix du gaz. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on rend le système électrique beaucoup plus flexible, côté offre et demande, pour intégrer cette énorme quantité d'électricité renouvelable qui, encore une fois, va arriver. On ne va pas avoir spontanément 50% de nucléaire en Europe et surtout pas à l'horizon de 7 ans. Oui. Donc, il y a énormément de choses qui bougent à l'échelle européenne. Les politiques européennes, dans la continuité de la crise en Ukraine, visent vraiment à accélérer le mouvement sur la transition bas carbone. Et le réseau européen, clairement, est un outil, un levier majeur pour faire ça, parce qu'en fait, vous avez évoqué la question de mieux localiser, peut-être faire plus de photovoltaïque au sud, l'éolien là où ça va le mieux. L'électricité a un inconvénient, un avantage, c'est qu'il faut en tout moment assurer l'équilibre offre-demande, mais l'électricité se déplace aussi quasiment à la vitesse de la lumière. Et donc, si on a des réseaux extrêmement puissants, en Europe, on peut aussi vraiment jouer sur ces effets de foisonnement entre pays et d'assurer en fait un certain niveau de flexibilité. Comme ça, on vraiment joue sur la plaque européenne, voire au-delà, en fait, d'intégrer la Turquie. Parce que c'est dur de ne pas avoir de vent sur toute l'Europe en même temps. Il y aura toujours un petit peu de vent quelque part. Parfois qu'il y ait très peu de vent, mais dans la majorité des cas, les interconnexions nous aident quand même bien. C'est le cas pour la France aujourd'hui en hiver, c'est le cas pour l'Allemagne à d'autres moments. Donc c'est vraiment, les enjeux ils sont là. Ils sont dans le déploiement, dans l'accélération pour les prochaines années. Par contre, ça veut vraiment dire aller beaucoup plus vite. Pour l'Allemagne, dans le fil Twitter qu'on évoquait tout à l'heure, je montrais que, par exemple, sur les renouvelables, là où l'Allemagne était déjà parmi les pays qui développaient le plus rapidement le solaire et l'éolien, aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'aller 3 fois plus vite. Oui. Ce qui Attendez, j'essaie de retrouver le loin d'être facile, parce qu'en fait, des éoliennes, il y en a plein, et ça va être en fait de plus en plus compliqué d'en mettre d'autres. C'était celui-là, en tout cas. Ouais, c'est là. Si on voit un petit peu... c'est le tout dernier graphique, je crois. Ouais, là, les barres... Je l'ai passé un peu. Celui-là, voilà. Et donc là, on voit en fait les objectifs. Et juste pour donner, pour montrer ce que ça veut dire pour le système électrique allemand, l'Allemagne a une consommation, une demande en pointe maximale qui est de l'ordre de 85 gigawatts aujourd'hui. Donc au moment maximal, le réseau, sur le réseau, il y a des consommations de 85 gigawatts. Si vous additionnez juste la puissance installée sur l'éolien et le photovoltaïque aujourd'hui, vous êtes déjà à 110 gigawatts. 120 avec l'éolien offshore. Ça montre un peu l'enjeu qui va arriver, où il risque assez rapidement d'y avoir des moments où on va vraiment produire trop d'électricité en Allemagne. Et donc, ça pose pas mal de questions sur le stockage, l'hydrogène, mais également la flexibilité vis-à-vis d'autres pays. Parce que pour l'instant, ça veut surtout dire qu'on va à beaucoup de moments profiter d'une électricité à un tarif très très faible venant de l'Allemagne. Oui, c'est ça, ouais. Selon les pics, effectivement, s'il y a beaucoup de solaire et éolien qui marchent... Voilà. Il y avait une petite question encore, on reprend. De toute façon, après, je vais peut-être vous libérer parce que c'est vrai qu'on a bien dépassé l'heure. Mais merci au moins de rester un peu plus longtemps en plus. Avec plaisir. Ne plus travailler sur le nucléaire tout de suite pour l'Allemagne ne nous fera-t-il pas perdre notre expertise pour de futures applications? Je pense à une comparaison peut-être pas judicieuse de la perte d'expérience dans le spatial d'avoir abandonné la Lune si longtemps. C'est vrai qu'en plus j'écris beaucoup sur le spatial, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là. Ouais. Alors c'est une vraie question, hein. C'est une question qui n'est pas évidente parce qu'en plus l'Allemagne a beau sortir de la production d'électricité nucléaire, faut pas oublier que derrière... Les centrales sont toujours là aussi. Oui, les centrales sont toujours là, il faudra les démanteler. Avant de les démanteler, il faudra gérer en fait leur phase de refroidissement. Et
il y a la question des déchets par ailleurs derrière. L'Allemagne reste engagée dans le projet international de fusion nucléaire ITER. Donc il y a quand même, sur le plan de la recherche, il y a encore une implication. Par contre, sur le plan industriel et d'investissement des entreprises, clairement, aujourd'hui, il y a un certain désengagement qui risque de poser question à l'avenir. Mais le secteur nucléaire, de toute manière, en Allemagne n'a jamais été aussi important qu'en France. Et cette question de maintien des capacités, a quand même, il faut le rappeler, a été la principale motivation du lancement de Flamanville. Oui. Quand on a lancé le réacteur de Flamanville, on n'en avait pas besoin à ce moment-là du point de vue du système électrique. On avait suffisamment de capacité en Europe. Mais par contre, c'était une vraie décision pour maintenir les compétences et les capacités industrielles à ce moment-là. D'accord. Bon, c'est pas mal. Merci pour toutes ces précisions. Moi, je reparlerai un dernier point, en tout cas pour ma part, en tout cas en tant que journaliste. Le seul truc que je trouve dommage, en tout cas dans cette fermeture des centrales, c'est que derrière, on sait que ça commence à se répandre, en tout cas dans l'opinion, que comme ils ont fermé le nucléaire, ça fait plus d'émissions carbone. Et du coup, c'est difficile. Je trouve que ça va retarder la prise d'action citoyenne, au moins, et politique. Parce qu'après tout, pourquoi s'embêter à pas prendre l'avion, par exemple, ou manger moins de viande si à côté, il y a des politiques qui émettent beaucoup plus de CO2 comme ça et à grande échelle en plus. Très sincèrement, je partage totalement cette attitude et cette frustration-là, de se dire mais pourquoi est-ce que nous on va essayer de pinailler, de gratter le moindre gramme de CO2, à réfléchir de est-ce que je vais en véhicule, en voiture, ici ou là-bas, et les Allemands ils s'en foutent, même si effectivement, et ça a été dit, les 3 réacteurs restants c'était 6% de mix électrique allemand. Mais ce que je veux dire c'est que en tout cas le mal est fait sur l'opinion. Symboliquement, la question se pose. Après, je pense qu'on a un rapport quand même très étrange vis-à-vis de la question nucléaire, où notamment sur les réseaux sociaux ça part vite à 100 à l'heure. Dans des débats extrêmement clivants. Et j'aimerais quelque part qu'on ait les mêmes débats sur la question de la viande, qui est beaucoup plus structurante pour la France sur le plan personnel. C'est quand même, il y a des études d'Oxford qui avaient démontré qu'en fait, si on passait à un régime végétarien, on réduit des 2/3 les émissions associées. Il y a beaucoup d'autres impacts agricoles et alimentaires. Et j'aimerais qu'on ait un débat aussi fort et passionné, avec autant de portage, parce qu'en fait, si en France, on essaie de toujours mettre en avant ces côtés purement rationalistes, scientifiques, le nucléaire s'impose comme une solution scientifique, dans ce cas-là, le végétarisme s'impose aussi comme une solution purement scientifique, on arrête de faire des idéologies autres. Et là-dessus, l'argument, mais la viande c'est bon, je suis désolé, mais c'est aussi con que le charbon c'est bon aussi. Le charbon. Sachant que l'Allemagne, par ailleurs, veut quand même sortir du charbon, mais c'est juste, quelle priorité et dans quelle temporalité. Mais du coup, je trouve ça, je comprends complètement cette frustration de la part des gens qui sont réellement engagés aujourd'hui, qui se disent mais putain, qu'est-ce qui se passe, d'autant plus que l'Allemagne, en même temps, pour des questions de politique interne assez basiques, et le lobbying du Parti libéral essaye de bloquer l'accord européen sur l'interdiction des véhicules thermiques neufs en 2035. Donc c'est un autre point sur lequel on dit mais qu'est-ce qui se passe. Mais je pense que là-dessus, le message, c'est quand même que... Il y a un manque de cohérence, en tout cas. La politique, c'est des choix qui se font dans des contextes donnés, qui ne sont jamais totalement cohérents en regardant un seul critère. Il y a toujours un historique, mais tous les choix, je veux dire, en France, on a des choix qui ne sont pas cohérents sur le plan scientifique, on en a à l'appel. Oui. sur les pesticides, sur le zéro artificialisation nette, etc. Donc, essayons de garder un peu de nuance et de ne pas oublier que si on est aussi mobilisé sur la question du nucléaire et du charbon en Allemagne, c'est bien, je comprends, mais essayons de l'être autant sur les véhicules, sur les bagnoles, sur l'avion et sur la viande. Si on avait la même intensité de débat sur la question de la viande en France que sur le nucléaire allemand, peut-être que des choses seraient déjà passées. C'est sûr. Je ferai peut-être une émission un autre jour sur ça. C'est que la deuxième là, donc j'ai essayé de prendre un sujet d'actualité, et là c'était quand même l'actualité en ce moment, donc autant en parler. Bon voilà, merci en tout cas pour d'avoir répondu à ces questions, je vais quand même vous libérer. Donc voilà, merci encore. Merci aux gens qui ont écouté, et puis au plaisir. J'ai pas pu répondre à toutes les questions, et USB effectivement qui mettait beaucoup... n'hésitez pas à m'interpeller sur Twitter si vous le souhaitez, si je peux apporter des réponses aux différentes questions. Voilà. Donc je remets juste le nom si je le retrouve, mais alors là je crois que je l'ai mis de côté. Je le remettrai sur... J'ai une page Discord pour ceux que ça intéresse. Voilà, après vous trouvez Andreas Rutinger, IDRI, vous trouverez mes contacts également sur Internet et toutes les publications. Alors je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais tout ce qu'on fait à l'IDRI, tout ce qu'on produit en conférence, en publication est accessible à tout le monde.
Voilà, donc c'est D'accord. gratuit, donc n'hésitez pas. Et oui, Voilà. du coup, il y a avec Jérôme qui est arrivé, enfin, quelqu'un qui vient de faire un raid, c'est comme ça que ça marche sur Twitch. Mhm. C'était votre première fois sur Twitch, hein, je crois, en plus. Donc C'est pour ma ça, première on fois a pu sur voir. Twitch, complètement. Voilà, bah, bienvenue. Merci. Enfin, j'espère que ça a plu. Et j'ai été d'ailleurs, je remercie beaucoup le chat d'avoir été. Au final, on m'avait dit un peu, c'est le nucléaire, il faudra faire attention, mais bon, finalement, je trouve que c'était très bien, Comme que ce soit quoi, avec Monsieur Bréon. comme quoi on y Merci arrive. encore, alors. Merci beaucoup. Et bonne journée, bonne soirée, surtout, vu l'heure. De même. Allez, au revoir. Au revoir. Hop, et voilà. Et ben, j'espère que ça vous a bien plu. Et merci du coup, Messieurs, Kérom, il y a de bonnes sociétés qui pour ne se le quittent. raid. Alors oui, effectivement, t'arrives à la fin. Bon, ça a duré longtemps, hein, d'ailleurs. Ça a duré plus longtemps que prévu. Moi, je m'attendais même 17h. Ça aurait pu être fini à 17h pile, donc tu vois, ça a duré un peu. Donc bah, merci pour ceux qui auront suivi cette deuxième édition de Quoi de Neuf Chercheurs. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, en tout cas, à partager ensuite, en tout cas sur quand il y aura le replay. D'ailleurs, je vais devoir le couper parce que il y a eu je crois que ça s'est déconnecté entre deux, non? Il y a eu un bug à un moment. Donc en tout cas, merci. N'hésitez pas à suivre la chaîne et si vous voulez vraiment soutenir, n'hésitez pas à abonner parce que bon, après tout, ça me demande du boulot quand même. Je suis pas payé. Bon, il y a les pubs ça rapporte quelques centimes. Allez, c'est pas mal. Mais bon, merci surtout pour le soutien pour ceux qui étaient là déjà, pour ceux qui verront au replay sur YouTube peut-être. D'ailleurs, je clôt là-dessus pour YouTube, on sait jamais. Au revoir YouTube.